Bonjour Aurélie, Bonjour Sébastien, ravi comment d'être tu là vas? Merci avec d'être toi. d'être là, c'est ça, avec moi, de pouvoir passer ce temps. Je suis très content de pouvoir discuter de deux sujets qui nous passionnent et dont on parle dans notre quotidien avec les gens qu'on croise. Et ça concerne le sommeil. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord laisser te présenter un petit peu, et puis après, je vais expliquer qu'est-ce qui me donne vraiment envie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et quels vont être les avantages aux gens qui vont nous écouter. Ok, et ben écoute, merci. C'est parti pour une courte présentation que je veux courte parce que je pense que le plus important, c'est ce qui va suivre. Exact. Je suis une passionnée du sommeil, c'est pour ça qu'on discute du sommeil aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est ce qui m'a emmenée vers le sommeil. C'est parce que justement le sommeil a été pendant longtemps mon pire ennemi. J'ai passé 15 ans de ma vie, tu vois, de la fin de mon adolescence à mes 31 ans, j'en ai 37 aujourd'hui, à détester mon sommeil, à redouter mon sommeil et puis, surtout à le chercher parce qu'il était, très rarement au rendez-vous. Donc j'étais dans tu vois, j'oscillais entre des périodes d'insomnie, modérées à des phases d'insomnie, très, très sévères où je dormais plus du tout, nuit blanche sur nuit blanche, dans une grande errance médicale. Et puis, à un moment donné, et on pourra bien sûr le développer par la suite, je me suis rendu compte que j'étais pas sur le bon chemin pour sortir de l'insomnie. Et donc, j'ai changé de chemin. Et là, bizarrement, je mets bien sûr des guillemets, les choses se sont améliorées. J'ai pu reprendre en contrôle certaines choses que j'avais laissées de côté. J'ai pu lâcher prise sur certaines choses auxquelles je m'accrochais. Et du coup, j'ai pu retrouver mon sommeil de façon naturelle. C'est-à-dire que j'avais laissé de côté les médicaments, les somnifères, les machins et tout, de façon naturelle, avec surtout beaucoup de compréhension de son sommeil. C'est-à-dire que tu vois, j'avais switché entre je m'intéresse à mon trouble du sommeil, Mhm. zoup, à je m'intéresse à mon sommeil, de quoi un corps humain a besoin pour dormir. Et ça a fait toute la différence. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui constitue mon activité. J'accompagne des gens en consultation, en accompagnement, pour sortir de leurs troubles du sommeil. J'ai un podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit, qui me permet aussi d'interviewer des experts dans leur domaine pour aller chercher à chaque fois un peu plus loin, découvrir toutes les ramifications de tous les sujets autour du sommeil. Et puis, je crée des formations aussi en ligne que je propose, et puis j'interviens en conférence, dans différents secteurs, pour démocratiser cette approche du sommeil qui n'est pas médicale, mais qui, marche, qui marche et pas qui marche pas seulement sur 10 jours parce qu'on prend quelque chose, mais qui marche pour de bon parce qu'en fait, on devient, très, très flexible et adaptable autour du sommeil. Exactement. Bah, écoute, moi, je t'ai découverte lors du Festival du potentiel humain. J'ai écouté ta conférence et ce qui me plaît vraiment sur ce que tu exprimes, c'est que tu es spécialiste par expérience. C'est-à-dire que c'est ton expérience face aux troubles, face à tout ça, c'est le cheminement de tant des tant d'années de difficultés qui t'ont amené à cette compréhension. Et tu es passé par toutes ces étapes et par tous ces états pour arriver à une compréhension. Et aujourd'hui, tu partages cette compréhension des choses et tu aides les gens à retrouver un sommeil qui ont vraiment pour le coup des troubles. On ne parle pas forcément de gens qui ont une mauvaise qualité de sommeil ou qui dorment plus ou moins bien, c'est vraiment les troubles, hein, en allant un peu plus loin. Malgré tout, les clés que tu donnes permettent à tout un chacun de comprendre l'importance de prendre attention au sommeil et à son sommeil tous les jours pour pouvoir passer de bonnes journées. Parce que je crois que la réussite des bonnes nuits, c'est la bonne journée, et la bonne journée, c'est la bonne nuit. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, voilà, je le vois On comme est ça d'accord. aussi. Ouais, On ouais. est tout à fait d'accord. Ça fait écho à quelque chose que je partage très régulièrement, à savoir que le sommeil, il ne se prépare pas au moment du sommeil, mais vraiment il va se préparer le matin quand on se lève. Donc ce que tu dis là, ça fait encore plus sens. C'est-à-dire que si on passe une bonne journée, qu'on a conscientisé certaines choses et œuvré pour son sommeil depuis le matin où on pose le pied par terre, on va vraiment donner toutes les chances pour bien dormir. Et puis effectivement, une bonne nuit de sommeil, avec les enjeux qu'il y a sur ce sommeil, en tout cas tous les effets positifs qu'on connaît au sommeil, bien sûr que ça permet de passer de bonnes nuits aussi. C'est Et ça. Oui. pour le coup, peut-être l'élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est le fait que effectivement, moi, je viens de l'insomnie et c'est pour ça que aujourd'hui, je fais ce que je fais. Mais par contre, c'est important aussi de vraiment bien préciser que
On est tous différents et c'est-à-dire que mon chemin, ce ne sera pas forcément le chemin des personnes qui ont souffert de l'insomnie et c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup formée autour du sommeil. Tu vois, du sommeil des petits, des ados, autour de tout ce qu'il y a autour du sommeil, beaucoup de lectures scientifiques, de livres aussi. Et puis après, je me suis formée en naturopathie, je me suis formée, comme tu le sais, au centre de l'Hormèse. Je me suis formée en alimentation, en technique de relaxation, etc. Parce qu'effectivement, on ne peut pas juste prendre un parcours et le dupliquer. C'est justement la meilleure porte d'entrée pour que ça ne fonctionne pas, parce qu'on est tous différents et qu'on va tous avoir besoin d'une approche différente. Et c'est pour ça que l'autonomie pour son propre sommeil, c'est la clé et c'est quelque chose qui m'anime, c'est de pouvoir rendre les gens autonomes vis-à-vis de leur sommeil. C'est ça, l'autonomie de toute façon dans tous les domaines, les gens doivent comprendre que quand on dévoile, quand on partage notre expérience, notre connaissance, on donne un programme qui va venir s'insérer dans le programme de la personne qui aura écouté. C'est ce qu'on fait nous-mêmes. Par contre, si on n'expérimente pas, si on ne met pas en place l'expérience même de cette connaissance, il ne se passe pas grand-chose. Donc vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut pour tout un chacun, viser l'autonomie et être responsable du matin où on se lève jusqu'au coucher pour pouvoir passer une bonne nuit. Ma première question, ça serait surtout quels sont les facteurs clés qui influencent la qualité du sommeil? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prédominantes qui vont aider à améliorer la qualité du sommeil? D'accord, donc tu fais la distinction entre qualité et quantité, si je comprends bien l'objectif de ta question. Je Ou je alors est-ce alors que... peut-être, oui, je pense qu'en tout cas, je pense que la qualité du sommeil est plus importante que la quantité. Il y a des gens qui peuvent dormir beaucoup et se réveiller fatigués, alors que d'autres dorment un peu moins, mais de façon d'une façon qui les repose vraiment ou qui les régénère vraiment et ont besoin que de ça. En tout cas, j'ai des retours, moi, personnellement, de gens qui dorment avec des montres connectées, qui ont des nuits qui varient entre 7 heures et 8 heures, à qui ça suffit, et des gens qui ont des sommeils qui peuvent être au-delà de 9 heures et qui sont toujours fatigués. Donc oui, je pense que Hmm. plus qualité que quantité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on vise une quantité de sommeil en se disant: «J'ai pas dormi 8 heures» ou alors «Je dois dormir 8 heures» et puis effectivement, c'est pour moi un peu un faux problème. Alors bien sûr que, les personnes qui vont dire: «Moi, je dors 4 heures, toutes les nuits et tout va bien», on peut quand même se poser la question. En tout cas, il y a une sorte de consensus scientifique. Je mets ce mot entre parenthèses parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment possible qu'il y ait vraiment un consensus pur et dur, sur toutes les époques. Mais en tout cas, il s'avère que voilà, on va fonctionner en tant qu'être humain de façon plus ou moins optimale entre 7 heures, 8 heures et demie de sommeil. Mais ça reste propre à chaque personne et puis surtout, ça va évoluer pour chaque personne. C'est pour ça que j'aimais bien ta question sur la qualité, parce que justement, souvent, on me pose la question sur la quantité de sommeil. Or, déjà, ça évolue dans le temps en fonction de l'âge qu'on a, mais ça va évoluer aussi si on est malade, si on a fait une activité physique, si on a eu des charges mentales, émotionnelles, etc. dans la journée, ou si on est en vacances, on va avoir les mêmes besoins. Donc effectivement, le principal, c'est d'aller viser la qualité du sommeil. Alors pour bien comprendre, il faut déjà avoir en tête que le sommeil, c'est pas du tout quelque chose de linéaire. Donc quand on parle de qualité de sommeil, on va vraiment venir parler de ce qui se passe pendant le sommeil. Notre conscience, elle se déconnecte, hein, on est dans un état de conscience qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour nous pendant le sommeil, mais par contre notre corps, lui, il carbure, il fait plein de choses et notre cerveau aussi. Et donc il va y avoir une alternance de cycles de sommeil pendant tout au long pendant toute la nuit. Pendant ces cycles de sommeil qui vont durer pour un adulte, on va dire environ 90 minutes, tu vois, ça fait à peu près 1 heure et demie. Ok. Pendant chaque cycle, on va se retrouver avec du sommeil lent léger, Ouais. qui correspond à un sommeil où finalement on peut être assez facilement réveillé. C'est plus profond que la somnolence, hein, on dort, mais en tout cas c'est un sommeil qui est quand même assez léger, comme son nom l'indique. Ensuite, on va aller chercher du sommeil lent profond, où là, vraiment, il va se passer des choses. Là, c'est déjà plus difficile de se réveiller. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut peut-être faire un bruit à côté, on va pas l'entendre, etc. Et là, on va aller chercher, enfin, quand je dis on va aller chercher, c'est notre corps qui fait ça tout seul très bien en autonomie, hein, vraiment de la régénération physique. Tu vois, on a une activation du système immunitaire. Si par exemple on est blessé, c'est là où ça va se jouer vraiment la partie corporelle qui va aller trouver beaucoup de récupération, de régénération pendant ce sommeil profond. Il y a aussi une partie de mémorisation, donc c'est pas non plus que le corps, mais en tout cas, il y a un travail un peu différent, plus accentué vis-à-vis du corporel qui se fait par rapport au sommeil lent léger. Et puis après, on va aller trouver une autre phase de sommeil qui est le sommeil paradoxal, qu'on connaît sous le nom de sommeil des rêves. C'est là où en tout cas on va se rappeler plus facilement de nos rêves, où là il y a une grande activité mentale.
très, très grande activité mentale, presque plus importante qu'en temps d'éveil, tu vois? Comme là, on se parle. Et bien, pendant les rêves, c'est aussi intense, voire parfois même plus intense, où on vient d'une certaine façon se rejouer un petit peu la journée qui s'est passée. Et là, c'est pareil, il y a à nouveau un stockage d'informations qui se fait, une mémorisation, mais surtout, c'est là où c'est très intéressant, il y a il va y avoir une prise de distance. Il va y avoir une sorte de pas de recul qui va se faire par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre journée. Et c'est pour ça qu'on dit que les rêves, le sommeil paradoxal, eh bien, vient permettre de mieux gérer ses émotions, de mieux gérer son stress. Donc il y a une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que si on a une nuit complète, eh bien on va se trouver en forme physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Et comme on va pouvoir vivre notre journée sur cet élan, ben en fait on va se coucher beaucoup mieux, etc. Mais du coup, le cercle vicieux peut s'installer à l'inverse. Et oui. Et on peut se retrouver avec, par exemple, des nuits trop courtes, où on va avoir beaucoup moins de sommeil paradoxal, une plus grande difficulté à gérer nos émotions, à avoir intégré ce qui s'est passé la veille, à être plus sensible aux éléments stressants, aux stresseurs de notre environnement, et du coup, se coucher dans un état émotionnel moins favorable au sommeil, peut-être peiner à s'endormir ou alors se réveiller, etc. Donc, pour revenir à ta question, lorsqu'on parle de qualité de sommeil, eh bien en fait, c'est ça qu'on entend, c'est-à-dire avoir suffisamment de sommeil profond, suffisamment de sommeil paradoxal, une nuit qui soit pas de 3 ou 4 heures, donc avec une quantité de sommeil voilà, confortable, et aussi, du coup, pas trop, mais tout est lié, pas trop de réveil. Il faut savoir qu'entre les différents cycles de sommeil, on a des micro-réveils qui sont vraiment un héritage, on va dire, ancestral, archaïque de cette fonction sommeil qui permet à notre subconscient de remonter à la surface. J'aime bien utiliser cette image du périscope, du sous-marin, tu vois, où Ouais. tu remontes à la surface, tu vérifies que tout va bien, qu'on est dans les mêmes conditions que lorsqu'on s'est couché, etc. Et on replonge vers un nouveau cycle. Si, par exemple, on consomme de l'alcool, si, c'est vrai aussi pour, par exemple, enfin d'autres addictions, d'autres choses qu'on peut fumer, qu'on peut boire ou alors la cigarette, enfin voilà des choses, un petit peu différentes. Et ben, en fait, on va se retrouver avec beaucoup plus de micro-réveils qui vont possiblement se transformer en vrais réveils. Donc ça veut dire que, tu vois, toute cette belle structure du sommeil, bah, elle se retrouve un petit peu, mise à mal. Moins de sommeil et puis aussi, par exemple, moins de sommeil paradoxal. Et donc, bah, forcément, là, on est vraiment pile dans le mille avec la qualité du sommeil. On va se retrouver avec une nuit où on va avoir déjà peut-être moins de temps, et puis surtout, on va pas avoir passé assez de temps dans les phases de sommeil paradoxal, notamment, c'est un exemple. Et là, c'est problématique. C'est problématique pour l'état d'être qu'on va avoir le lendemain, et puis bah, pour la qualité des nuits qui suivent, etc. Alors quand c'est une fois, pas très grave. Par contre, quand bah, les habitudes qu'on peut avoir entretiennent le cercle vicieux, on peut se retrouver dans une très grande fatigue et puis bah, basculer dans dans ce qu'on peut appeler l'insomnie chronique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, on n'arrive même plus tellement à déceler, tu vois, et on est à la fois dans une qualité de sommeil qui n'est pas suffisante, dans une quantité de sommeil qui n'est pas suffisante, et on n'y comprend plus rien. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur, Mm. vraiment sur la qualité de comprendre pour les addictions, notamment, des gens qui ne rêvent plus et moi aussi sur le retour de témoignages de gens qui, une fois qu'ils ont connecté à la terre, disent qu'ils ont un meilleur sommeil parce que les rêves reviennent. Donc il y a bien cette corrélation de qualité de sommeil. Moi, je parle souvent d'amélioration de la qualité du sommeil plutôt que de dire de passer des bonnes journées parce que le corps s'est régénéré finalement. C'est ce qu'on appelle les cycles circadiens finalement qui sont régulés et qui permettent d'avoir justement ces phases qui sont mises à un niveau de normalité et que le corps joue son rôle et que la nuit joue son rôle dans le cycle de vie du corps quand il est éveillé ou quand il est pas réveillé. Mm. Il y a- Quels sont aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les principaux facteurs? Donc tu as parlé drogue, alcool qui sont vraiment très négatifs pour le sommeil. Quels sont les autres facteurs qui vont jouer en défaveur sur la qualité du sommeil? On va peut-être rester sur la qualité, je crois que c'est vraiment un point Mhm. qui est important. Bien sûr, bien sûr. Euh, il va y avoir Alors, il y a plusieurs éléments. Je vais essayer d'en citer un maximum. Ouais. Il va y avoir l'heure à laquelle on se couche. Si on vient se coucher
vraiment si on lutte, tu vois? Certaines personnes, parfois en couple, parfois seul, mais pas je cite le couple parce que des fois on veut se coucher, plus tard parce que son conjoint se couche plus tard ou inversement. Et du coup, en fait, on ne s'écoute pas. C'est-à-dire qu'on va pas se coucher à son bon moment. Ça fait référence à ce que certains auteurs, appellent le chronotype, effectivement, cette horloge biologique qui peut nous être propre. C'est-à-dire que certaines personnes vont vraiment s'endormir, plus facilement de bonne heure. D'autres sont vraiment très éveillées le soir à 21h30 et vont s'endormir très naturellement à 23h30. Bien sûr que ça, c'est modulé en fonction de ce qu'on fait dans notre journée. À l'heure à laquelle on s'expose à la lumière du naturel le matin, ce qu'on va faire dans notre journée, ça vient moduler ça. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des tendances où on n'est pas pile câblé sur le même rythme exactement. Donc c'est important de s'écouter et de venir se coucher pour pouvoir s'endormir quand notre corps il tire la sonnette d'alarme, tu vois, qui dit là, je suis crevé, c'est vraiment le bon moment d'aller se coucher. C'est-à-dire quand on a cette vague de somnolence, mieux vaut surfer dessus parce que quand on lutte à ce moment-là, en fait, on vient réenclencher de la production de cortisol qui est notre hormone de l'éveil. Et du coup, cet éveil qu'on vient forcer le soir peut déjà entraîner des insomnies de début de nuit, c'est-à-dire des difficultés d'endormissement, et puis peut avoir des répercussions sur la qualité de la nuit suivante. Parce qu'on va peut-être produire moins de mélatonine, pas au bon moment, etc. Donc il y a vraiment cet horaire, se respecter, en fait, respecter le besoin de son corps, ce signal qu'il nous envoie, il ne nous envoie pas des signaux au hasard. Et là, la somnolence, ça fait partie des choses qui est importante d'écouter. Donc se coucher au bon moment pour soi, surfer sur cette vague, ça va permettre d'aller accéder justement à un maximum de sommeil profond et qui va correspondre aux bonnes phases pour notre corps. Ensuite, il va y avoir, bien sûr que tu l'as évoqué et c'est évident qu'on va en parler aujourd'hui, c'est dans quel état d'être notre corps il est. Et c'est pour ça que par exemple tu proposes les nattes de lit, c'est-à-dire la possibilité d'être connecté à la terre pendant le sommeil, parce qu'effectivement, surtout si on a des métiers qui nécessitent d'être sur l'ordinateur, connecté toute la journée, en fait on va se charger au niveau électrique et c'est vrai que notre corps il peine avec ça, c'est quelque chose de fatigant. Si bien sûr on a notre téléphone qui est posé à côté de la tête ou comme les ados le font sous l'oreiller et qu'on dort à côté alors qu'on est connecté au Wi-Fi ou qu'on est en 4G toute la nuit ou en 5G, du coup effectivement on va avoir comme une agression sur Mmh. notre cerveau qui ne permet pas d'aller accéder à un repos suffisamment profond et à une belle qualité de sommeil. Donc ça reste fatigant. C'est un élément à citer. C'est sûr que voilà, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais couper le Wi-Fi, c'est vraiment la base de la base. Mettre son téléphone en mode avion, c'est la base de la base. Le mettre le plus loin possible, rien avoir de branché autour de la tête de lit. C'est vraiment pour moi la base de la base pour favoriser C'est le sommeil. l'environnement. Là, on parle de l'environnement dans On parle de lequel on va mettre son l'environnement. corps quand on C'est dort. ça, Ouais, c'est ça. Et puis après, bien sûr que si on a eu la possibilité en journée d'aller mettre un peu les pieds dans l'herbe, de sortir, d'avoir été dans la nature, c'est d'avoir ça. pu peut-être se baigner, et cetera, on va aussi favoriser à la fois on se fatigue moins, puis à la fois on vient permettre cette régénération profonde pendant le sommeil. Après, il y a aussi un autre élément que je voudrais citer, ça va être l'apnée du sommeil. Quand on parle de qualité de sommeil, Oui. tu le disais tout à l'heure, un petit peu en introduction là de notre échange, il y a des gens qui peuvent dormir 9 heures et qui vont se sentir très fatigués. Et bien là, ça vaut le coup d'aller voir. Alors il y a plusieurs choses à explorer, on va pas pouvoir tout citer là, mais ça vaut le coup d'aller voir, de peut-être faire un test du sommeil, de peut-être demander à sa compagne ou à son compagnon s'il n'y a pas des arrêts respiratoires la nuit, et du coup si on souffre pas d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont, c'est le fait qu'à un moment donné, les voies respiratoires se sont obstruées par la langue qui peut tomber en fait, qui peut manquer de tonicité, mais c'est pas la seule raison. Et du coup, le cœur, le cerveau ne peut pas être oxygéné correctement. Donc il y a un mouvement de panique, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une décharge d'adrénaline pour justement que le corps puisse avoir un mouvement d'éveil, respirer, et ensuite on se rendort. Donc quand l'apnée elle n'est pas très sévère, souvent, la personne, elle a fait des mini-pauses respiratoires comme ça pendant la nuit, donc elle s'en rend pas forcément compte. Mais par contre, ça vient, et c'est pour ça que je posais les choses tout à l'heure par rapport à la structure du sommeil, à quoi ressemble notre sommeil, mais en fait, ça vient augmenter tous les micro-réveils, parce que le corps, lui, se sent en danger, pas d'oxygène, danger. Ah, vraiment, le lien, il est direct. Et donc, ça vient empêcher souvent d'avoir suffisamment de sommeil profond, ça vient déstructurer les différentes phases, augmenter le nombre de micro-réveils, voire même
augmenter le nombre de réveils. Et donc à partir du moment où ça peut être pris en charge par diverses, méthodes selon l'évolution de l'apnée, eh bien la personne se retrouve à être bien, bien mieux reposée, à dormir plus, à dormir mieux. Et ça fait ça fait une différence, du jour au lendemain. Enfin, c'est vraiment, très important d'avoir ça en tête. Donc là, les gens qui sont, appareillés, avec ce type de machine, est-ce que c'est de l'ad vitam aeternam ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une régulation qui se fait et il peut être enlevé? Est-ce que parce que j'ai l'impression Alors là, que les gens le tu gardent longtemps. Alors quand on est arrivé, on va dire, au stade de la machine, c'est quand même plus délicat et c'est pour ça que je disais qu'il y avait différents degrés. Parce qu'en fait, la machine, l'appareillage nocturne, c'est vraiment quelque chose qui arrive, en bout de route. C'est-à-dire quand D'accord. vraiment l'apnée, elle est vraiment installée, qu'elle est sévère. Il peut y avoir d'autres choses en amont. Il peut y avoir, bon là, je rentre dans quelque chose d'un petit peu technique, mais je vais citer simplement, il peut y avoir les orthèses mandibulaires qui viennent justement permettre à la langue d'avoir un petit peu plus de place, si toutefois ça vient Ouais. de la position de la langue et donc de la mâchoire. Donc ça vient avancer un petit peu la mâchoire. Donc c'est quelque chose qui peut aussi se travailler avec de l'orthodontie ou tu vois, un dentiste holistique qui pourrait faire ce genre de diagnostic aussi. Et puis, même avant ça, il y a justement toute cette prise en charge juste comportementale qui est super importante avant de penser à un quelconque appareillage. Ça va être comment je viens euh, pour les plus petits, parce que l'apnée du sommeil malheureusement peut arriver jeune chez les enfants ou chez les ados. Donc l'idée c'est d'arriver en amont à faire travailler cette mâchoire pour qu'il y ait cette place. On ne pense pas assez à ça, mais la mastication chez les tout petits, le fait de venir euh, se servir de ses dents, de sa mâchoire, eh bien ça permet ensuite de minimiser les risques pour ce type de problème. Et puis après, eh bien il y a toute l'activation. Je te coupe parce que, je crois que je vais l'oublier celle-là. Le fait de travailler la mastication, est-ce que tu penses que le chewing-gum peut aider à faire travailler la mâchoire? Parce que moi, je suis anti chewing-gum et je sais pas pourquoi je me pose cette question et je me dis peut-être que je vais te la poser toi aussi en tant que maman. Est-ce Ah que non, moi c'est un je suis exercice qui pourrait anti-chewing-gum. être Non, non. non, Comment non, on non, pourrait parce qu'en travailler du fait, coup là, cette il y a mâchoire? vraiment besoin en fait, il faut mastiquer. C'est-à-dire OK. que quand depuis tout petit, les tout petits bébés, ils mangent que de la purée, de la compote, Mmh. en fait, ils ne se servent pas. Donc en fait, ils ne développent pas. Alors OK. ça commence même avant, avec la succion, c'est-à-dire que, quand on tète au sein ou quand on prend le biberon, le mouvement de la mâchoire et de la langue parce qu'on a besoin de la langue, donc c'est Oui. très tonique en fait, c'est très actif. Donc effectivement, ça commence, c'est le démarrage, et ensuite ça va être le fait de venir proposer des morceaux, de mastiquer et de D'accord. pas. Alors, quand je dis de pas, ça peut paraître une grande injonction parfois quand on est parent. Voilà, On fait on ce fait qu'on peut. aussi comme on peut, mais en tout cas, quand on a ça en tête, ça permet de faire des choix plus éclairés. Parce que parfois, Ouais. on donne de la compote ou de la purée parce qu'on se dit que c'est comme ça, Une sans pomme, réfléchir c'est qu'il peut y avoir des choses derrière. Quand on a en tête qu'il y a des implications derrière, ça peut orienter un petit peu nos choix. exactement. Donc non, le chewing-gum en plus, c'est bourré d'aspartame, c'est bourré de plein de trucs. On est Et puis d'accord. en plus, ça fait, au niveau digestif, c'est une catastrophe. Donc non, non, On ne non, vaut rumine mieux pas croquer dans pendant la la. journée, on Voilà, mastique quand c'est le moment. on mastique des bâtonnets de carottes et puis OK. voilà, on profite de cette mâchoire qui est faite pour ça. OK, ça marche. Bon, merci, pour cette petite aparté. Non, mais au contraire, c'est très bien de l'avoir souligné parce que peut-être que les gens se posaient la question. Et donc je voulais te parler du nerf vague aussi. Oui. Du nerf vague aussi parce que c'est le nerf vague qui vient justement innerver, donc qui passe là derrière au niveau des cervicales et qui descend et qui s'occupe de façon autonome, hein, des viscères, de tout ce qui se passe au niveau cardiaque, etc. Et tout ce qui se passe aussi au niveau justement de la gorge. Donc par exemple, quand on vient faire des gargarismes, quand on vient chanter, Oui. tout ce qu'on va venir il y a des exercices aussi qui permettent, justement d'activer la langue, de venir stimuler ce nerf OK. vague, la respiration, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant cet échange Ouais. qui est un outil, vraiment fabuleux. Ça permet de redonner de la tonicité à un endroit où peut-être à un moment donné, il y en avait moins. Mais c'est vrai que ça nécessiterait, là on rentre un petit peu peut-être trop dans le détail et je ne vais pas le développer, mais ça nécessite de s'intéresser aussi Oui. à la position de la langue. Tu vois, on parlait là des petits, est-ce qu'il n'y a pas des freins de langue ou des freins de bouche qui sont trop accentués, le bébé qui depuis tout petit ne peut pas mettre sa langue au palais et donc il se retrouve avec une langue qui va manquer de tonicité, mais aussi avec des soucis d'apaisement, parce qu'on sait que c'est comme ça que le système nerveux vient s'apaiser avec cette langue là au palais.
Bon, il y a plein de on pourrait aller loin dans les ramifications, mais en tout cas, cette apnée du sommeil, on n'est pas obligé d'attendre d'être appareillé pour se dire: «Ah mince, il faut que je fasse quelque Oui, chose». Il y a vraiment en amont du travail, de d'habitude et de petits trucs qu'on va bien faire dans son quotidien qui prennent pas tant de temps que ça, mais il faut le faire régulièrement et ça porte ses fruits. super. Est-ce que donc là, sur la Il y respiration, avait ouais. moi j'ai une petite question, tu sais, on voit apparaître maintenant ces petits scotch qu'on met sur la bouche. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, quand on parle de qualité du sommeil, oui. C'est-à-dire Mmh. que c'est quelque chose qui va Effectivement, c'est le permettre mast stepping ouais, qui s'appelle le mouse stepping, c'est un nom anglais parce que ça vient de outre-Atlantique. ouais. C'est pas très démocratisé encore chez nous en France, mais oui, parce que ça permet justement, s'il y a besoin, de venir se rééduquer à respirer par le nez. C'est pas une nécessité pour tout le monde, il y a plein de personnes qui vont, moi tu sais dans mon anamnèse, je pose tout le temps la question aux gens: «Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, de la bave sur l'oreille quand vous vous réveillez?» Alors ça fait souvent sourire, mais parce qu'effectivement si on se rend compte qu'on respire par la bouche, c'est-à-dire qu'on va être peut-être un peu irrité le matin au réveil, il y a de la bave sur l'oreiller et puis, on peut se réveiller avec parfois mal à la tête, justement en se sentant fatigué. Donc là, ça veut dire qu'on dort la bouche ouverte. Ça ne veut pas dire que notre corps, c'est fichu pour lui de respirer par le nez, parce que c'est vraiment la respiration la plus naturelle. C'est Mmh. l'organe qui est fait pour la respiration, le nez. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, le corps, il a choisi ce plan B de respirer par la bouche parce que c'était plus facile pour lui à ce moment-là. Peut-être que problème de cloison nasale, peut-être, Oui. sphère ORL tout le temps bouchée, bah, pour voilà, pour plein de raisons et cetera et donc bah, on se met à respirer par la bouche et ça devient notre normalité. Sauf que la respiration par la bouche ne permet pas un sommeil, complètement récupérateur. Parce qu'il y a pas les propriétés de la respiration nasale qui permet, bah, notamment de sécréter, pas mal d'oxyde nitrique qui va permettre de venir, mieux oxygéner le cerveau, tous les tissus du corps et cetera. Alors il y a il y a pas mal d'éléments intéressants dans la respiration nasale. Il y a aussi cette température qui fait que c'est régulé par le nez, donc ça arrive dans les poumons, bonne température, ça permet d'avoir des bons échanges gazeux. Il y a aussi bien sûr le fait que ça filtre, enfin vraiment il y a plein de choses intéressantes. Et pour les gens qui ont alors moi j'ai toujours respiré par le nez, du coup j'ai pas pu expérimenter ce changement, mais pour l'avoir entendu, tu vois, en témoignage, apparemment, vraiment ça confirme que ça fait une vraie différence sur la qualité du sommeil. OK, alors moi je sais par exemple que au niveau nasal, je dors toujours la tête assez haute parce que, les cloisons nasales se sont bouchées, donc je respire à moitié par la bouche et à moitié par le nez et peut-être plus par la bouche. Donc, quand c'est un truc comme ça, moi je vais tester ce mouse tape et peut-être, le truc que tu mets sur le nez aussi pour pouvoir justement dégager les mots nasales et bien respirer et je te ferai un retour, personnel sur cette expérience parce que Ouais, ça avec m'apporte et que plaisir. je me rends compte à force d'écouter, tes podcasts, et d'écouter, ce que tu dis, je vois bien que la respiration rentre en ligne de compte, comme un des piliers aussi, hein, de ce qui se passe dans la nuit, hein. La respiration, c'est quelque chose qui est on est en autonomie là-dessus. En tout cas, le corps est en autonomie. Est-ce que, par rapport à la respiration, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler en journée aussi pour améliorer ça? Est-ce qu'il y a des comme de la rééducation ou des choses à prendre conscience? Moi, j'ai eu fait de la rééducation linguale il y a quelque temps parce que ma langue se plaçait mal sur le palais et quand, des fois ça revient un peu mal, je refais ces quelques exercices très rapidement et ça revient. Est-ce qu'il y a justement des petites choses qui peuvent être mises en place, pour comprendre ou pour remettre l'autonomie au corps, sur la respiration? Oui, bah, là, du coup, tu me tends une perche superbe, pour parler justement de, alors je sais pas quand est-ce que sortira notre épisode, là, Sébastien, mais, là, d'ici, quelques semaines, lorsqu'on se parle et bien, justement, on je vais sortir une formation autour du sommeil et de la respiration, Super, en collaboration avec, Fred Tillon, qui est professeur de yoga et coach en respiration et qui, compose sa musique, donc d'accord. avec justement des guidages pour pouvoir travailler sa respiration, connecter avec sa respiration et puis que ce soit, on va dire, sympa, fun, agréable et pas que ce soit une tu vois, une contrainte et que ce soit laborieux et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, c'est comme ça qu'on a pensé. C'est le fait de se dire: «OK, en fait, il suffit pas juste de faire, 5 minutes de cohérence cardiaque au moment du coucher, c'est trop dommage». En fait, la respiration, que ce soit d'un point de vue de je veux me rééduquer à respirer par le nez ou pour plein d'autres raisons, parce que la respiration, c'est vraiment fabuleux en termes de ce que ça apporte au corps, en termes de bienfaits, on va proposer des guidages et du coup des respirations différentes tout au long de la journée, du matin au soir, en fonction de ce que la personne souhaitera. Donc pour répondre à ta question, oui,
bien sûr, eh bien, on va se retrouver avec certains guidages qui vont être très intéressants le matin, qui vont, justement permettre de travailler sur les voies respiratoires, qui vont permettre de libérer, la les voies respiratoires, mais aussi de s'en servir mieux, qui vont permettre de travailler, le volume du souffle, tu vois? Les différents étages de respiration aussi, parce que ça vient apaiser le corps. Parce que quand on vient Mmh. travailler sur le diaphragme, quand on vient avoir un volume respiratoire suffisant, en fait, ça apaise le cerveau, ça apaise le corps, tu vois? De façon mécanique et biochimique. Et puis, bah, bien sûr, des techniques de respiration pour le soir, pour la nuit s'il y a un réveil, parce que là, on ne vient pas activer les mêmes choses que le matin. Donc Mmh. effectivement, en fonction de l'objectif et du moment dans la journée dans lequel on va pouvoir venir travailler différemment. L'idée, c'est surtout d'intégrer ça dans sa journée et de pas rester, comme malheureusement on le fait trop régulièrement, en apnée du matin au soir. Ouais. Parce que ça, c'est très stressant pour le corps. Ça ne permet pas d'avoir une bonne qualité de sommeil, de bien récupérer. Et puis, bah, ça augmente aussi tout le... Tu vois, avec la respiration, on vient réguler le pH du sang, enfin, on vient faciliter la régulation du pH sanguin. Enfin, voilà, c'est tellement fabuleux que ce serait trop dommage de s'en priver. Donc on retrouvera tous les liens pour cette formation à partir de ton site, de ta page Instagram, de ton podcast, de ta chaîne YouTube. Voilà, C'est vraiment, ça. Ce sera c'est partout. ouais, Quand ça OK, va sortir, super, ce sera vraiment partout. super, super. Hem, Est-ce que tu voulais, rajouter quelque chose sur la respiration? Ou j'ai une Non, mais par contre, je voulais rajouter quelque ouais, chose sur la qualité de sommeil, mais oui, ça vas-y. peut attendre ta question. Bah, donc là, moi, ce que je par observation, je vois que on parle de la respiration dans la nuit et j'ai 2 autres sens qui rentrent en action et qui peuvent être dérangés. Le premier, ça va être l'ouïe. C'est-à-dire que quand il va y avoir un bruit, quand j'étais en déplacement ou qu'il y avait du bruit, ça me dérange. Quand je vais au camping, bah, le matin, les oiseaux chantent ou même en ce moment, j'ai des tourterelles qui se mettent, sur l'arbre juste en face. Heu, je Ou la je dis pluie pas que sur ça les me Velux. je dis pas que ça me dérange, mais je dis que voilà, il y a aussi la l'ouïe qui rentre en ligne de compte. Est-ce que les bouchons d'oreille, c'est quelque chose que tu penses que ça peut être opportun de mettre en place dans son quotidien? Alors les gens, ils veulent pas parce qu'ils se disent: «Je vais pas entendre mon réveil», ou alors: «Je suis complètement coupé» et voilà. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Qu'est-ce que tu penses toi de ce genre de petit Mmh. outil? Oui, puis certaines personnes se disent: «Mais après, je pourrais plus m'en passer». Ils peuvent avoir peur aussi pour justement les conduits auditifs et cetera. Mmh. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, ça peut être une béquille, vraiment essentielle dans énormément de situations. OK. Et franchement, si on entend son réveil, enfin, sauf si on a un truc tellement doux que tu vois, juste peut-être même une vibration, je dirais qu'on l'entend quand même. Non, franchement, on entend. L'idéal, c'est de prendre des bouchons, parce qu'il y a plusieurs sortes de bouchons. Tu vois, il y a les Mmh. bouchons en cire, il y a les bouchons qui sont plutôt en mousse, et puis avec une protection de décibels différente. OK. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher des bouchons qui vont juste simplement permettre d'être un peu, tu vois, dans sa bulle pour s'endormir et de pas être réveillé par, bah là, tu vois, les différents bruits que tu citais. Ou alors, tu vois, la pluie sur les Velux qui peut tomber la nuit. Ça peut être aussi, bien sûr, le bruit du partenaire qui peut bouger ou qui peut des fois, bah, ronfler. Ou quand on est en cododo avec un bébé, ça fait extrêmement beaucoup de bruit. OK. Donc ça peut être aussi intéressant de venir mettre ouf, des bouchons. Hem On entend bébé qui pleure, on entend le réveil, on entend en fait, ce qui se passe. C'est juste que ça met une petite bulle, c'est-à-dire qu'on va entendre les choses moins fortement Ouais. et là où c'est très intéressant, c'est que justement, pour de nombreuses personnes qui sont en hypervigilance, qui sont vraiment un peu coincées dans ce mode, de grande vigilance, qui ont du mal à aller vers le sommeil, qui ont du mal à s'apaiser, bah, c'est très aidant et puis ça évite de transformer justement un micro-réveil en un réveil parce que le cerveau, paf, il capte un truc et hop, tout de suite, il se met en état de marche, tu vois? Et puis c'est pas parce qu'on en a porté pendant une période dans notre vie Oui. où c'était nécessaire parce qu'on avait le sommeil plus fragile, par exemple, qu'on sera amené à en porter toujours. Tu vois, moi, j'en ai porté effectivement pendant quand même longtemps, ouais, pendant vraiment longtemps, pendant des années et des années et des années, justement quand je dormais si mal. Et puis aujourd'hui, j'en porte plus. Alors si par exemple je vais quelque part, que j'ai peur qu'il y ait du bruit, j'en emmène avec moi, mais sinon je n'en ressens pas le besoin. Ouais. Donc après, l'idée c'est faut pas que ça fasse mal, il faut Oui. voilà, il faut aussi que ce soit adapté. D'ailleurs, ça se vend en adapté, je veux dire que ce soit fait sur mesure. Mais je pense qu'il faut pas se priver. À un moment donné, ça peut éviter justement soit de basculer en hypervigilance, soit de sortir de cet état d'hypervigilance, et puis après, on laisse de côté. C'est comme toutes les béquilles que je peux citer de façon globale sur mon podcast ou que je vais pouvoir citer ici. L'idéal, c'est de s'en servir quand on en a besoin,
et puis après quand tout va bien, ça devient inutile et on laisse de côté. Exact. Moi, j'ai porté des bouchons quelque temps quand j'habitais dans une certaine maison et que les coqs commençaient à chanter très, 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 très tôt et qu'il faisait chaud et qu'on avait la fenêtre ouverte et ça m'a été très utile. Puis dès que le froid revenait, les coqs arrêtaient de chanter et j'avais plus besoin de mettre ces bouchons d'oreille. Sur le 3e, sens qu'on utilise, en tout cas qui rentre en ligne de compte dans une nuit de sommeil, il y a la vue aussi. Tu sais, j'ai passé un moment aussi à mettre des masques pour occulter la lumière. Alors, ça peut être pour, bah, c'était à un moment donné ma femme qui regardait peut-être un petit peu son téléphone ou autre et qui sa moindre luminosité m'impactait vraiment. Ça peut être un volet qui est mal fermé, qui est pas totalement occultant. Ça peut être pas mal de choses où, voilà. Et c'est vrai que quand on est bien dans le noir, en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir une obscurité totale pour vraiment bien m'endormir et me sentir bien. Qu'est-ce que tu penses justement de bah, cet outil, cette béquille supplémentaire qui peut Mmh. Bah, la première des choses effectivement, c'est les volets occultants. Si ça peut pas être le cas, bah, les rideaux qui sont bien occultants. ouais, Ça, c'est quand même vraiment important de pouvoir dormir dans le noir. Surtout, surtout, bah, dans nos sociétés où on va quand même être plus en vigilance. On va ouais, être plus en vigilance que dans d'autres sociétés où en fait le rythme de vie peut être un petit peu différent. Alors même si j'ai pas fait le tour du monde et que je l'ai pas constaté moi-même, ce sont des choses que j'ai beaucoup lues et sur lesquelles il y a eu pas mal d'études qui ont été menées, où effectivement, bah, voilà, on est quand même plus stressé que peut-être à certaines époques ou que peut-être dans d'autres parties du monde. Et c'est vrai que les stimuli vont être plus impactants quand le corps il est quand même plus en vigilance. Donc moi j'irais vraiment sur le noir total. ok, Il y a certaines personnes qui vont dire ah, mais moi j'aime bien, je laisse les volets ouverts, j'aime bien me réveiller avec la lumière du matin. Alors moi souvent ce que j'aime bien dire c'est ok super mais par contre est-ce que tu te couches avec la nuit qui tombe? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que oui, on peut se réveiller avec la lumière du matin, c'est super, mais il faut pas non plus que ça vienne tellement, enfin que ça vienne trop raboter la nuit parce qu'en fait on s'est couché plus tard. Si on se couche quand il fait nuit, qu'on se lève quand il fait jour, on est sur un rythme circadien, on va dire, qui est le plus optimal pour l'humain, c'est parfait. Mais par contre, si on se couche à 23 heures, à minuit, et puis que finalement on est réveillé à 5 heures parce que voilà, c'est le printemps, l'été, bah, ça peut ne pas être suffisant. Donc parfois, mieux vaut aller gratter 1 heure et demie de sommeil en plus pour avoir un cycle de sommeil en plus. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes, ça c'est important de dormir, je pense, dans les meilleures conditions possibles. ok, Et par contre, je fais une petite aparté sur les masques. Il faut penser que quand on va dans le sommeil paradoxal, pour y aller, pour y rester suffisamment longtemps, donc dans les rêves, il ne faut pas que les yeux soient entravés. Parce qu'en fait, c'est pour ça que d'ailleurs en anglais, on appelle le rapid eye movement pour le sommeil paradoxal. C'est parce qu'en fait, les yeux bougent énormément pendant le sommeil paradoxal. Si on a quelque chose qui est directement sur les yeux, ça altère la qualité du sommeil. Donc si on porte un masque, moi j'appelle ça les masques 3D, tu vois, où vraiment à l'intérieur, il y a un espace pour que les yeux puissent bouger. En gros, il faut pas que les paupières, tu sais, les masques dans les avions là, où tu peux c'est pas ça. bouger les paupières et ça te plaque contre les yeux. Ouais, Bah, du coup, ça, c'est pas OK pour une nuit de sommeil. Ça peut dépanner pour une sieste, mais c'est pas intéressant pour une nuit de sommeil. Donc, vraiment penser à ça, qu'il faut de l'espace. Il faut ok, justement que ce sommeil paradoxal puisse s'exprimer correctement. ok, super, super. Tu dis, tu abordes le sujet de dans notre société, au monde d'aujourd'hui. Moi, il y a une question qui me vient, qui va arriver, c'est ce week-end, je crois, le changement d'heure. Comment on peut, moi, j'arrive à m'adapter assez facilement parce que je n'essaye pas de mentaliser. Hier, il était telle heure, aujourd'hui, il est telle heure. Je me lève, il est 9 heures, même si j'ai perdu ou avancé ou reculé d'une heure. S'il est midi, je mange à midi. Tu vois, je vais pas me dire, je vais manger à 11 heures parce qu'il était midi hier, ou manger à 13 heures parce qu'il était midi, il sera midi demain. Je fais pas attention et j'arrive assez facilement à me régler. Mais je sais que ma femme et mes enfants, c'est plus compliqué, eux, de s'adapter. Est-ce qu'il y a un tips pour ces périodes moi, je préfère le rythme d'été. Il y en a qui sont pas forcément, Je qui te préfèrent. rejoins. Voilà, je préfère Mm. le rythme d'été qu'on va rejoindre là. Et voilà, est-ce qu'il y a des petits tips comme ça pour pouvoir s'adapter à ce changement d'horaire? Bah, en fait, ça va correspondre vraiment à ce que
à ce que tu disais en parlant du rythme circadien, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on vient produire l'hormone de l'éveil? Qu'est-ce qui fait qu'on vient produire notre hormone du sommeil? Qu'est-ce qui fait que d'ailleurs pendant la nuit, on vient produire notre hormone de croissance en début de nuit, la leptine, la gréline, tu vois, toute cette régulation hormonale qui se fait pendant la nuit, ou alors les choses qui se font pendant le jour, etc. C'est notre horloge biologique. Notre horloge biologique, c'est un petit, voilà, c'est localisé dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus. Et du coup, ça vient être comme un chef d'orchestre et dire un petit peu à notre corps ce qu'il faut faire et quand. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il va y avoir des synchroniseurs de notre horloge biologique. Donc si on vient aider notre horloge biologique avec les bons synchroniseurs, lui permettre d'avoir les bons repères, ben en fait ce passage d'heure, d'été, d'hiver, peu importe, il va se faire vraiment en douceur. Ce sera beaucoup plus facile. Alors parfois pendant un jour rendu, on se dit: «Ah, c'est vrai que là j'ai manqué d'une heure de sommeil», parce qu'on va perdre une heure dans la nuit là de samedi à dimanche, pour cette fin mars. On peut peut-être le ressentir un petit peu, mais honnêtement, c'est marginal à partir du moment où on vient travailler sur les bons synchroniseurs de notre D'accord. horloge biologique. Et ce que tu citais, c'est très intéressant, notamment les repas. Ça va être un synchroniseur parce que notre corps, il est habitué à ce que bah, on mange pas la nuit, on mange le jour. En fait, ça, ce sont des points de repère. Il y a bien sûr la lumière. À quelle heure on vient prendre la lumière le matin? Moi, j'encourage à ce que ce soit le plus tôt possible. Je parle de la lumière naturelle, bien sûr, Ouais. en extérieur. À quelle heure on coupe la lumière le soir? Ça, c'est très important aussi, parce que si on est exposé à de la lumière, que ce soit les écrans, tu vois, le téléphone, de la lumière intense, ça vient brouiller les pistes pour notre cerveau, puisqu'en fait, on capte la lumière. Notre cerveau, il comprend, c'est le jour. Pourquoi je C'est ça. produirais de l'hormone du sommeil? Il n'y a pas d'intérêt derrière. Je continue de produire mon hormone de l'éveil. Et donc, je reste en éveil. Donc voilà, ça peut aider. Il y a aussi les moments sociaux. Mmh. Il va y avoir aussi la température. Comment on vient bah, permettre que la température le soir, elle baisse. Si par exemple, on fait une séance de sport à 21h, ce que j'ai pu faire par le passé, tu vois, j'allais à la salle quand il y avait personne à 21h tranquillement, sauf que bah, tu rentres, bah, la température corporelle, elle est élevée. En plus de ça, tu vois, Ouais. tu as produit du cortisol, hormone de l'adaptation, etc. Donc, tu es bien au taquet. Et puis bah, là, tu manges en quatrième vitesse, donc heure du repas juste avant le coucher, catastrophe. Et puis là, tu te couches et là, tu dis à ton corps, ok, j'ai tout fait pour que tu sois en hyper vigilance, mais maintenant, je veux que tu te calmes. Bah, ça marche pas. Je te laisse continuer sur le problème technique que je viens d'avoir sur, ce que tu étais en train de dire sur ce décalage horaire. Oui, sur ce changement d'heure là qui va arriver. Changement d'heure. Hem, c'est juste un petit tips, finalement ça servira pour les années futures, pour les gens qui regarderont cette vidéo. Quand on décale dans ce sens, c'est-à-dire qu'on vient perdre une heure la nuit, hem, bah, il faut se dire que du coup le lendemain, c'est-à-dire que le dimanche, quand il sera 23h à la montre, en fait il sera enfin on va dire 22h. En fait, il sera 21h par rapport à l'horloge biologique de chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que si à 22h d'habitude, on commence à aller se coucher ou tu vois, admettons, on va se coucher à 23h, bah, à 23h, il sera 22h dans notre corps. Donc ça veut dire qu'on sera possiblement pas vraiment fatigué. Donc le risque, c'est de pousser, de finalement se coucher à minuit parce que ça fait 23 heures dans notre corps et puis finalement de se retrouver fatigué. Donc on va dire le premier conseil, c'est d'aller jouer sur la lumière, tu vois, tous les donneurs de temps, les synchroniseurs de l'horloge biologique que j'ai donné juste avant, manger aux mêmes heures, etc. Mais c'est surtout bah, d'aller chercher plus de pression de sommeil. C'est-à-dire que mieux vaut ne pas rester dans son canapé sur ce dernier dimanche de mars. Mieux vaut aller chercher de la pression du sommeil, aller un maximum dehors, parce que ça vraiment c'est tellement, tellement important pour pouvoir s'endormir correctement le soir, d'aller faire du sport, d'aller profiter, de manger pas trop tard, ne manger pas trop tard, et puis de faire en sorte que la température du corps, elle puisse baisser le soir, donc de ne pas faire des activités jusqu'à 21h, 22h. Et du coup, bah, en fait, on va se retrouver fatigué, surtout si on a passé du temps en extérieur. Franchement, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Je pense qu'il n'y a vraiment Je rien de pense. mieux. Voilà, pour l'avoir en plus expérimenté, au-delà de tout ce que j'ai pu lire et apprendre, c'est juste merveilleux. Donc on passe la journée dehors, et puis en fait, bah, on va se coucher à 22h pour notre corps, à 23h à la montre, et puis bah, après, c'est reparti. C'est reparti, c'est-à-dire que réellement, c'est tout à fait possible que ce soit doux. Et l'inverse est vrai aussi, je veux dire en octobre. Bah, écoute, merci pour ces conseils. Foutez le camp dehors, allez prendre l'air, mangez pas trop tard et puis s'écouter. Je crois que c'est ça aussi, s'écouter, pour Mmh. pouvoir, reprendre quelque chose qui nous correspond. Tu avais quelque chose à ajouter sur la qualité du sommeil, donc je te laisse,
rajouter avant que ça Oui, sorte? parce que ça faisait écho justement C'est ça. avec ce qu'on disait là sur la mélatonine, sur la lumière. Donc je disais qu'effectivement, c'est important de prendre la lumière naturelle du matin. Ça vient vraiment synchroniser notre horloge biologique et lui permettre de produire notre hormone du sommeil le soir au bon moment, en bonne quantité. Mais pour ça, bien sûr, il ne faut pas que ce soit entravé par les écrans. Sinon, comme je le disais, bah, voilà, c'est brouillon, c'est difficile pour le corps. Alors même qu'on peut s'endormir. Et souvent, c'est ce qu'on peut constater, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'endormir sous la pression du sommeil, peut-être parce qu'on est épuisé, peut-être parce qu'on n'a pas très bien dormi les nuits d'avant. Donc on va s'endormir, mais pas peut-être qu'on va s'endormir devant les écrans, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Sauf qu'en fait, on n'aura pas produit énormément de mélatonine. Et du coup, notre nuit, elle va pas être de la meilleure qualité qui soit. Parce que plus on produit de la mélatonine, plus on va avoir de sommeil profond en début de nuit. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je le précise là. Notre nuit, elle n'est pas non plus complètement équilibrée en termes de phase de sommeil. On va avoir beaucoup plus de sommeil profond en début de nuit, beaucoup plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Donc ce début de nuit, il est important. Donc il faut qu'on puisse avoir un maximum de sommeil profond et avoir produit un maximum de mélatonine. Ça évitera les réveils trop précoces aussi. Donc c'est sûr que pour avoir de la bonne qualité de sommeil, bah, c'est important de respecter cette, cette exposition lumineuse et le besoin de notre horloge biologique. J'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il fait jour, j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il fait nuit sur 24 heures. Et c'est ça qui va permettre ensuite de bien s'organiser sur nos 24 heures. On est bien sur, l'observation du rythme naturel du corps humain dans son environnement. Là, Moi, il n'y a que c'est ça qui compte, hein. je me base aussi C'est ça, sur hein. tous ces faits, dans, la connexion à la terre, l'eau de boisson, l'alimentation, l'activité physique et tout ça, c'est une causalité. Chaque chose a un effet, chaque chose a une cause et une conséquence et plus on optimise notre façon de mettre notre corps dans une situation naturelle, plus on arrive à un résultat, qui correspond, en tout cas, au fonctionnement normal du corps. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord sur cette observation de la nature. J'ai des questions pour les parents, parce que moi, je suis parent et j'ai des questions. J'ai 2 choses que j'ai en tête et que donc je vais te dire les 2 choses. Il y a pas très longtemps, j'ai vu, une vidéo qui passait et le jeune homme disait, donc tes parents t'ont toujours dit de te coucher tôt parce que sinon demain tu allais être fatigué et donc on se met des programmes quelque part avec cette idée de dire: «Si je me couche tôt, eh bien, je serai pas fatigué demain parce que j'aurai assez dormi et si je me couche tard, je serai forcément fatigué». Est-ce que, ça rentre pas en contradiction à certains moments? C'est-à-dire que, c'est ce qu'on entend quand on est petit, mais finalement, c'est des choses qui restent dans notre tête. C'est plutôt ça ce que ce que je veux dire, c'est que dans notre tête, nous d'adultes, on se dit: «Si on se couche tard, on sera fatigué», alors que pas forcément, en tout cas, entre 10:30 et 11:30 pour certains, c'est très tard ou pour d'autres, c'est très tôt. Mais cette mentalisation, ce programme qu'on s'est mis dans la tête de: «Je dois me coucher tôt, pour ne pas être fatigué» ou «Si je me lève tard, je serai fatigué». Est-ce que toi, par rapport à ces systèmes de pensée, peut-être de croyances, il y a des choses sur lesquelles tu travailles ou tu as des prises de conscience là-dessus? Alors oui, sur les systèmes de pensée, oui, clairement sur la relation qu'on entretient à son sommeil, ça fait l'objet d'un d'un module complet dans ma formation OK, «Dormir de nouveau», qui est ma formation pour sortir de l'insomnie, OK. parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut pas alors pour certaines personnes, ça va suffire d'aller voir juste sur ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil, tu vois? Les bonnes pratiques, les bonnes Ouais, habitudes. Pour d'autres personnes, il va falloir vraiment aller plus loin, regarder ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau de la digestion, la nuit et cetera. On va dire les stresseurs un peu invisibles pour le corps, pour le sommeil. Et puis, bah, parfois, ça suffit pas et puis parfois, il y a ce troisième pôle, mais qui finalement est un peu, tu vois, en filigrane tout le temps derrière, tâche de fond, qui est vraiment ce pôle de la relation à son sommeil. Qu'est-ce qu'on se dit vis-à-vis de son sommeil? Qu'est-ce qu'on pense de son sommeil? Et puis la place qu'on lui octroie. Donc je vais aller peut-être plus, sur cet élément-là par rapport à ta remarque. ouais. Effectivement, si on se couche toujours très tard, alors qu'on se lève à 6 heures tous les matins pour partir au boulot. Là, effectivement, ça peut poser problème parce qu'on va pas avoir un temps de sommeil qui sera suffisant. On va se lever toujours fatigué et du coup, ça rabote la nuit systématiquement. Donc, c'est important de lui octroyer du temps à ce sommeil. Il y a besoin de plus que 4 ou 5 heures pour pouvoir se sentir bien. Et puis, tu vois, le manque de sommeil, on le sait, ça fait le lit des maladies métaboliques, des maladies neurodégénératives. Enfin,
on est moins concentré. Il y a beaucoup d'accidents de la route qui sont liés à la fatigue, des apprentissages que plus ou moins jeunes, hein, même adultes, qui sont rendus difficiles parce que la personne est trop fatiguée et je pourrais comme ça en lister beaucoup. Donc c'est important de d'avoir assez de temps, OK? On vient pas, raboter tout le temps sa nuit de sommeil, on vient se coucher suffisamment tôt pour avoir suffisamment de sommeil. Maintenant, c'est pas forcément, tout le temps à la même heure, comme je le disais aussi en début de notre échange, à la même heure que son partenaire, que les autres personnes de sa C'est famille. ça. Ça reste quand même assez personnel. Il faut se sentir fatigué. Le seul bémol par rapport à ça, c'est: est-ce que je fais en sorte de pouvoir me sentir fatiguée? C'est-à-dire, comme je le disais, si on vient de faire du sport, si on a mangé à 22:00, si, si, je sais pas moi, je prends une douche froide, juste avant de me coucher, que c'est super, stimulant. Si j'ai été devant les écrans pendant, 3 heures avec les yeux comme ça ou alors à scroller sur le téléphone. Mais en fait, la sensation de fatigue, elle ne viendra pas vraiment. On sera peut-être plus même tenu nerveusement, on se sentira pas fatigué aussitôt que si on vient justement suivre les besoins de notre corps en soirée, c'est-à-dire je tamise les lumières, je mange de bonne heure, j'ai des activités qui sont calmes, qui ouvrent la porte en fait au sommeil. Tu vois, je sais pas, de la lecture ou des choses, je dis des choses un peu triviales, mais parce qu'en fait ça fonctionne, c'est super intéressant, il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire pour que ça marche. Là, on va venir ressentir la vague de somnolence. Donc, il faut quand même se mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir ressentir cette vague de somnolence et ensuite l'attendre et ensuite l'écouter et la respecter. Et effectivement, ça peut être plus ou moins tard. Alors après, quand on se connaît, on va pouvoir savoir, tu vois, à peu près entre 22h45, 23h10. Moi, je m'endors à peu près tout le temps vers ces eaux-là. Tu vois, les gens, ils vont te dire, ils vont quand même se connaître un petit peu. Mais on lutte pas, on s'écoute. Par contre, on s'arrange pour que le corps il puisse la ressentir, cette vague de somnolence. Et je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est Si, vraiment cet si, élément-là qui me venait. ça répond à ma question et alors qu'est-ce que tu dis aux gens: «Moi, je peux m'endormir qu'avec la télé» ou des gens qui dorment et qui s'endorment avec la télé et j'ai besoin de ce truc qui: «Oh, je m'endors et hop, j'éteins» ou des gens qui disent: J'écoute un podcast ou j'écoute, de la musique binaurale ou j'écoute, de la musique douce et ça m'aide» et des fois la nuit, je me réveille donc je remets, la télé, je remets un truc et ça m'aide. J'ai même des gens qui m'ont dit, il y a certaines personnes, que j'écoute en podcast et sa voix donne un signal de: «Il faut dormir» et ça va à l'encontre finalement de ce parce qu'on n'est vraiment pas dans le rythme naturel, du corps. Comment tu es, tu on peut faire prendre conscience aux gens que, c'est peut-être une mauvaise façon, ou c'est un mauvais signal ou peut-être que certains prennent ça comme une béquille? Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Moi, c'est ça les gens qui me disent: «Moi, je peux pas m'endormir autrement que si j'ai la télé». Mmh. Alors, je vais te répondre en 2 temps. Ouais. Déjà, je ne placerai pas le mot «mauvais» par rapport Mmh. à ce type d'habitude, parce qu'encore une fois, ça va dépendre du contexte. La personne qui traverse une période très difficile, qui peut rencontrer des difficultés avec son sommeil et l'endormissement, c'est compliqué et là, d'un seul coup, elle se rend compte qu'en écoutant tel podcast ou en écoutant telle musique, bah, elle va vers le sommeil beaucoup plus facilement, ça l'apaise. Il y a des gens qui, par exemple, ça peut être suite à une rupture, mais pas forcément, qui vont se retrouver très seuls chez eux et en fait, le fait d'écouter quelque chose, ça les rassure parce que tu sais, le sommeil, c'est intrinsèquement lié à la notion de sécurité. Donc OK. sécurité physique, sécurité émotionnelle, sécurité financière, professionnelle, tout ce que tu peux mettre derrière le mot sécurité. Donc effectivement, bah, parfois ça vient apporter ça. Donc j'ai envie de dire en fait, pourquoi pas? Pourquoi s'en OK. priver à partir du moment où ce qu'on vient utiliser, ça ne nous nuit pas par la suite. Et OK. c'est là où, du coup, on vient regarder la télé, c'est pas forcément le truc le mieux possible parce que déjà, il y a les écrans. En plus de ça, ça va pas se couper tout seul, donc ça veut dire que ça peut là où on plonge dans le sommeil, ça peut venir réveiller par la suite. Justement, après un cycle, on peut venir se réveiller ou alors la personne, elle commence à sombrer, hop, elle se réveille parce qu'elle se dit: «Il faut que j'éteigne la télé», elle se lève, elle éteint la télé, puis après paf, elle peut plus se rendormir, elle remet la télé, puis là, on est dans un cercle vicieux. Donc, il peut y avoir, tu vois, du style, les podcasts, c'est intéressant parce qu'on peut mettre le minuteur, donc ça se coupe, tout seul, ça peut être intéressant. Il peut y avoir aussi, des musiques, tu vois, qu'on peut télécharger sur YouTube Premium, par exemple, tu télécharges, puis ça se coupe, aussi après la musique. Il y a les livres audio, ça, Aussi. c'est vraiment un outil, magique, les livres audio, parce qu'effectivement, ça se coupe tout seul aussi, puis ça nous emmène dans une histoire pour les gens qui ont des fois du mal, tu vois, à lâcher prise, à qui sont très, très, tourmentés par leur quotidien, ça peut aider. Mais il faut vraiment pas que ça réveille la personne derrière. Il faut pas non plus que ce soit quelque chose
qui soit, comment dire? Qui soit source de: «Ça me fait trop réfléchir» ou «Faut que je me rappelle d'un truc», tu vois? Enfin, faut pas que ce soit un truc de boulot, par exemple. Donc ça dépend ce qu'on utilise et OK. ça dépend que c pour pas que ça nuise à la personne derrière. Et après, c'est sûr que si on n'en a pas besoin, autant ne pas se rajouter une dépendance à un quelconque, support ou outil. Autant s'endormir comme ça, parce que ça nous permettra de nous endormir, sans rien, tout seul, tranquillement et effectivement, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'ai du mal à poser ce terme de mauvais, parce OK. que je pense que ça peut sauver finalement beaucoup de nuits à beaucoup de personnes. OK. C'est à relativiser, tu vois? Ça marche. Très bien, merci. J'ai ma réponse, c'est parfait. Et donc tout à l'heure, j'ai abordé et celle-là, c'est celle qui m'apporte vraiment peut-être un peu plus, parce que je suis en plein dedans en tant que parent, en tant que papa. Heu, les temps de sommeil des enfants évoluent à mesure qu'ils grandissent et le sommeil à l'adolescence, change, entre peut-être des couchers plus tard, des périodes moins grandes ou peut-être même plus longues pour d'autres. Est-ce que, il est-ce qu'il y a quelque chose à dire justement sur ce temps de sommeil? Alors moi, je suis plutôt sur l'adolescence, tu vois? De 10-12 ans, mon fils a une douzaine d'années et il demanderait à se coucher un petit peu plus tard, à dormir peut-être un peu moins, on va se lever un peu plus tôt. Et voilà, je sais pas trop comment agir. Au jour d'aujourd'hui, il se couche entre 9 heures et 9 heures et demie, tu vois, à 12 ans. Donc je sais qu'à 9 heures et demie, 10 heures moins le quart, grand max, il s'est endormi et il se réveille le matin à 6h45, le temps de se préparer pour aller au collège. Et le week-end, moi, c'est pareil, je dis qu'entre 21h45 et 22 heures maxi, le fait d'aller se coucher pour dormir et se réveiller à 7h30, l'heure à laquelle je me réveille en général tout seul, puisque moi je mets pas de réveil. En général, entre 7 heures et 7h30, en ce moment plutôt 6h30 parce que le soleil se lève un peu plus tôt et naturellement, je me réveille à cette heure-là. Donc par rapport à l'enfant, peut-être parler de toute l'enfance et du temps de sommeil et puis l'adolescence pour me donner des Mmh. réponses. Alors, balayer tout le temps de l'enfance, ça va être, vraiment compliqué. Je préfère OK, pas le faire ici, dans le OK. sens où ça c'est vraiment très changeant. C'est-à-dire qu'entre 0 et 3 mois, il se passe, plein de Oui, non, choses. je referai plus Entre cette, 3-4, enfin, tu vois? C'est, disons que c'est tellement spécifique et puis je voudrais pas que les parents se disent: «Ah, mon enfant, il a 6 mois», parce qu'en fait, tout oui, nécessite d'être explicité. C'est vraiment un métier à part entière, les c'est vrai. consultants de sommeil pour les bébés et pour les enfants. Par contre, en tout cas jusqu'à 3-4 ans, vraiment, Oui, voilà, il c'est peut très y avoir une spécifique. adaptation. Oui, oui, la Voilà. séparation, enfin toutes ces choses, Ouais, il y a l'enjeu ouais, relationnel, ouais. il y a les rythmes de sommeil, il y a le temps de sommeil, du coup de jour, en Et plus oui. du temps de sommeil de nuit, donc il y a tellement de choses à Ouais, ajuster le qu'honnêtement, on le en la a pour petite 4 heures enfance, c'est là, très voilà. spécifique et c'est voilà, C'est c'est ça. vraiment là, je suis plutôt sur voilà, Ouais, en revanche, on peut 8, effectivement 12, aborder 16, l'adolescence. ouais, 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 tout à fait. l'adolescence. La préadolescence, parce que pour certains enfants, ça commence assez tôt, Mmh. ce rythme qui se décale et puis après l'adolescence, on va se retrouver avec, un rythme qui comme si l'horloge biologique, elle se décalait un petit peu Ouais. et donc le rythme de l'enfant, il va aussi se décaler un petit peu avec des besoins de sommeil qui vont être un peu différents. Mmh Parce mh. qu'il y a des gros chamboulements hormonaux, forcément, préado, adolescence et c'est lié, hein, bien sûr, le sommeil, c'est une question hormonale, on l'a dit tout à l'heure, l'hormone de l'éveil, l'hormone du sommeil. Tout ça, c'est complètement lié avec le fonctionnement de la thyroïde, avec le fonctionnement, des, des glandes, aussi pour les hormones sexuelles. Donc en fait, on n'a pas plusieurs systèmes hormonaux, hein. On a un système hormonal et donc forcément, quand il y en a un à un moment donné qui vit un truc, ça répercute aussi sur les autres. Donc on va se retrouver avec des endormissements possibles qui vont être retardés. On appelle ça un retard de phase chez les adolescents. Donc, si, et ça rejoint un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, si les parents disent surtout couche-toi tôt, sinon tu vas être fatigué demain, ça peut être très déstabilisant pour l'enfant adolescent parce qu'en fait, son corps ne va pas avoir la possibilité de s'endormir aussi tôt que les années passées. Et donc, lui va se retrouver dans le lit, tu vois, peut-être admettons à 8 heures, à 8h30, puis il va attendre, parce qu'en fait, c'est plus le moment où son horloge biologique va lui permettre de s'endormir. Et donc ça peut créer vraiment des difficultés parce que l'enfant, il va perdre confiance en sa capacité naturelle à dormir. Il va tourner dans le lit, et puis possiblement, il peut aussi, il peut y avoir des angoisses qui peuvent remonter à ce moment-là parce qu'en fait, il passe du temps dans le lit, dans le noir. Donc si lui, il est déjà s'il a un peu peur, ça peut ne pas être très favorable à l'endormissement. Et ça le déconnecte aussi de sa sensation de fatigue. Donc ça revient OK. vraiment à ce qu'on disait, c'est important aussi
Et pour ça, tu vois, je te disais, c'est pas du tout le cas chez les tout petits, hein. Si tu laisses les tout Oui, oui. petits, eux, ils sont tellement dans la relation qu'ils écoutent pas toujours leur sensation de fatigue, surtout dans nos sociétés où il y a beaucoup, beaucoup de stimulation. Mais du coup, le préado, l'adolescent, il va ressentir, en fait. Il aura appris à savoir quels sont les signaux qui font que je suis fatiguée. Et donc, si effectivement on lui dit: «Va te coucher à 20 heures», alors qu'il est pas du tout fatigué, bah, il se déconnecte. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours mettre un cadre à son enfant adolescent parce que vraiment il en a besoin. Et c'est sûr que s'il est sur son téléphone et sur les réseaux jusqu'à X heures, ça va lui ruiner sa nuit, hein, clairement, hein, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc c'est important de lui mettre un cadre, mais par contre qu'il puisse aussi être à son écoute. Parce que peut-être que lui, son heure, ce sera, bah, comme tu disais, peut-être que ce sera 21h45 et puis peut-être pas 21h30. Donc si lui va se coucher à 21h30, paf, il s'endort à 21h45, c'est nickel, en fait, il sera bien là-dedans. Si par contre, il se couche à 21h puis qu'il attend, bah, peut-être qu'en fait, il va s'endormir même à 23h parce qu'il n'aura pas été connecté à ses propres sensations. Et l'adolescence, ça dure comme ça. Les adolescents ont vraiment un gros besoin de sommeil, sauf que avec le rythme scolaire, ils se réveillent beaucoup plus tôt Eh que ce oui. qui pourrait se réveiller de façon naturelle. Ah oui. Et donc souvent, ils ont besoin de compenser. Et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de compenser le week-end, ils ont besoin. Et c'est très délicat à gérer en tant que parent parce que, bah, on peut pas leur dire: «Bah non, tu vas pas à l'école, tu fais ce que tu veux» ou «Tu vas à l'école à 11 heures». Mais en même temps, ça ne correspond pas à leur rythme biologique, ça c'est sûr. Pour moi, ce qui est le plus important et ce qui est très délicat, hein, bien sûr, pour des enfants adolescents, c'est d'essayer que tu vois, si le week-end, ils veulent faire une sieste à 13 heures après le déjeuner, bah, en fait, qu'ils puissent prendre ce temps, toujours qu'ils restent très connectés à ce que leur corps leur demande, parce que c'est un vrai investissement pour eux en tant qu'adultes. Moi, ce que je constate dans mes accompagnements au quotidien, c'est qu'il y a énormément de troubles du sommeil qui ont pris racine pendant l'adolescence. Pour cette relation au sommeil qui devient compliquée, pour le fait de ne pas s'écouter, de ne pas se comprendre, de ne pas comprendre son sommeil. Et puis aussi, bah, parce que l'adolescence, hein, émotionnellement, c'est taxant. Physiquement aussi, ça peut être taxant. On peut faire beaucoup d'entraînements sportifs, rentrer tard le soir. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. On s'alimente souvent moins bien. Il y a les premiers verres d'alcool, il peut y avoir les premières cigarettes. En fait, le corps, c'est pas facile pour lui. Donc, il y a pas des choses qui sont très favorables pour la santé de façon globale. Donc, c'est plus fatigant, il y a moins d'équilibre. Donc il y a plusieurs choses qui sont là en raison. Mais c'est pour ça qu'au moins, si on peut venir ajuster là où on peut, on donne plus de chances pour que le sommeil il soit bon à l'âge adulte, quoi. OK, d'accord, bon. Il faut continuer à amener un cadre, tout en essayant de parce que c'est toujours ça qui est compliqué avec les enfants et les ados, c'est que, j'essaye d'aller ou d'amener la limite du coucher un peu plus tard, mais si, en fait, c'est ce que moi j'estime et ce que mon fils, lui, va estimer, mais peut-être en poussant un peu plus loin à dire: «Bah, moi non, je préfère 10h30», mais en fait, quand il se lève tôt et qu'il est crevé et là, c'est pas une notion et c'est ça qui est compliqué, c'est la notion de se dire: «Mais regarde, tu t'es couché un peu trop tard, tu es fatigué» et c'est là aussi où tu as pas envie de mettre ce programme dans la tête: «Couche-toi plus tôt pour pas être fatigué le lendemain parce que tu t'es couché tard». Donc c'est vraiment pas Mais évident de tu, tu viens, en fait, tu viens vraiment de dire le mot-clé, c'est-à-dire que c'est pas forcément couche-toi plus tôt. Ce cadre, il est vraiment important, mais c'est plutôt couche-toi, écoute-toi quand tu es fatigué et oui, voilà. couche-toi quand tu es fatigué. C'est pas forcément ce plus tôt, tu vois, qui peut mettre un Oui, curseur qui finalement, qu'est-ce que ça veut dire se coucher plus tôt? Tu vois, ça peut être presque flou, alors que la notion de repère quand tu es fatigué, couche-toi quand tu es fatigué, en fait, c'est ça le mot d'ordre et c'est ce que ça devrait être à tout âge, en fait. je vais essayer, je te dirai s'il se couche à 1 heure du matin ou s'il se couche bien à 9h30, 10h, hein. Ce qui me C'est paraît, le je rituel, hein. pense, ce qui me paraît 9h30, 10h, ce qui me paraît l'heure à peu près adéquate, où ça me semble, Oui, mais enfin, où je le ça vois, où peut je être plus l'observe lui tard aussi, après, hein. tu vois? Oui, Bien ça peut être sûr. plus tard après, mais Après, ça pourrait être un peu plus tard. oui, parce qu'après, 14, 15, 16 ans, voilà, on sera en Mmh. quelques années plus tard, Mais ce qui effectivement, est oui. très intéressant, et ça, c'est vrai à tout âge, parce que ça marche chez les tout petits, ça marche du feu de Dieu même chez les tout petits, et ça marche extrêmement bien chez les adultes aussi, c'est le rituel. Le rituel du Mmh. coucher. Alors moi, j'appelle ça rituel, mais tu peux appeler ça habitude du coucher, routine du coucher. Oui. C'est le fait qu'avant l'heure, environ, tu vois, l'heure présumée Mmh mh. du coucher, tu vas venir faire des choses, tout le temps la même chose, ça va être comme un sas de décompression, tu ouvres la Ouais. porte au sommeil, tu tamises vraiment la lumière. Et ça, en fait, chez les ados, ça fonctionne aussi parce que bah, leurs mécanismes biologiques sont les mêmes. Et donc, du coup, s'ils viennent mettre ça en place, ça va les emmener beaucoup plus facilement à voir ce qui se passe dans leur corps et à aller vers le sommeil.
pour moi, c'est vraiment la clé à tout âge. Et d'ailleurs, j'en accompagne des ados et ça fonctionne très, très, très bien. OK. Merci pour, ces éléments de réponse qui vont m'aider dans mon quotidien, en tout cas, dans ma vie de papa. Donc ça vraiment des choses que j'avais en tête. Est-ce que sur ce qu'on vient d'aborder, il y a des choses que tu aurais envie de parler ou que tu as l'habitude d'aller un peu plus loin? Est-ce qu'il y a des attends, je vais récupérer mes questions parce que je suis sûr que j'en avais noté quelques-unes et après je me suis laissé aller. Non, je crois que je vais te laisser, poser des questions parce que j'ai peur de partir après, Oui, quand de on est trop là. passionné, on parle de plein de choses. Hem, les meilleures pratiques ah voilà, si c'est ça, tu vois? Les meilleures pratiques pour pouvoir gérer le réveil nocturne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réveillent la nuit et qui ont du mal à se rendormir. Alors, tu as abordé un petit peu le côté de la respiration, je crois, en disant qu'on pouvait faire des respirations et ça pouvait aider à alors je pense par déduction ou c'est ce que je peux pratiquer moi, à, centraliser son attention sur quelque chose et finalement se laisser aller. Moi, j'ai pour habitude depuis, très longtemps, je pense, hein, de fixer un point qui est là et de fixer mon attention comme si les yeux regardaient quelque chose qui est là, je sais pas, ou juste, un peu devant et ça me permet de ramener mes pensées à chaque fois sur ce point et finalement m'endormir, je crois que le soir, je pense qu'en moins d'une minute, j'arrive à m'endormir parce que j'ai pris, bah, cette routine peut-être de pouvoir, me libérer de mes pensées, et il y a aussi une autre chose que je faisais depuis très jeune, c'est que, tu le dis, on peut avoir des soucis émotionnels, des soucis dans notre journée et je conscientise le problème, si je peux le gérer, je le gère dans ma tête, mais du moment où ce que je suis en train de me dire, j'ai plus la main sur, préparer une situation face à quelqu'un, préparer une situation sur un podcast que j'ai envie de poser des questions, à un moment donné, je me dis: «Stop, ça j'ai réglé, ça j'ai réglé, ça j'ai réglé». Je concentre mon attention et je m'endors très rapidement. Est-ce que j'ai tu il y a des choses comme ça, des clés qu'on peut donner pour, gérer ces réveils nocturnes et sur lesquels, ouais, je te disais, il y a des gens qui rallument la télé, il y a des gens que ça peut être compliqué. Alors, on évite les écrans, on est Et bien oui, d'accord. non mais ça, On évite les écrans. Non pas que pour cette histoire de lumière, parce qu'on peut se dire la nuit, bon finalement le tour est joué. Mais parce que ça maintient vraiment le cerveau dans un état d'éveil, tu vois? Les ouais. écrans, si tu scrolles sur ton téléphone, tu as tout le système dopaminergique qui est activé. Le La télé, ça peut faire un peu la même chose aussi selon ce qu'on regarde. Mmh mh. C'est sûr que c'est vraiment pas le conseil que je donne. OK. Maintenant, tu as posé déjà beaucoup de choses dans ta question. En fait, c'est une question qui est ultra vaste, les réveils nocturnes. Alors, je vais essayer de mettre quelques éléments. Déjà, il faut avoir en tête que ça va être du cas par cas, OK. en fonction de comment on se sent quand on se réveille. C'est-à-dire que tu peux te réveiller la nuit en étant, tu vois, très cotonneux, tu vois, tu es un peu en somnolence, tu as l'impression de pouvoir basculer à tout moment, mais finalement, tu es quand même un peu conscient, puis tu vois, tu erres un petit peu comme ça dans cet état de conscience modifié. Ou alors, tu as des gens, et moi j'ai vécu tout l'ensemble, donc je vois vraiment bien la différence, et certaines personnes le retranscrivent aussi comme ça, c'est-à-dire que tu te réveilles, et en gros, bling, tu as les yeux grands ouverts, et là, tu vois, il est 3 heures du mat, et tu te dis, mais c'est bon, je commence ma journée, tout va bien, quoi. Bon, en réalité, à 6 heures, tu as juste une seule envie, c'est de te rendormir, et c'est là où le réveil sonne. Euh, Cet état d'être, il va conditionner, en tout cas, il doit être pris en compte pour ce que tu vas faire. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, se concentrer sur un point, là tu parlais un point sur le front, ou alors se concentrer sur quelque chose de très doux, très, tu vois, une petite respiration toute douce et tout ça. Quand tu sens qu'à l'intérieur, tu as une frénésie intérieure, que tu as juste envie, c'est de te lever, c'est très souvent contre-productif. J'ai rarement vu que du coup ça fonctionne. Ouais. Là, il vaut mieux aller chercher d'autres choses. Soit le fait de se lever, d'aller faire un truc, tu vois, tu vas étendre ton linge, tu prépares des affaires, tu te lèves pendant un certain temps, puis ça va te rafraîchir. Et puis après, tu te recouches et là, tu fais une respiration. Mais en fait, tu seras venu activer ton corps, c'est-à-dire tu l'auras un peu accompagné dans ce besoin de mouvement. Ou alors, tu peux aller, tu vois, du style la relaxation progressive Jacobson, où en fait, tu vas aller par des contractions musculaires, tu vas aller chercher la détente nerveuse, mais via les muscles, c'est-à-dire tu vas quand même être dans le mouvement. Tu peux aussi aller lire, tu peux aussi écrire quand tu as des pensées qui t'envahissent, tu vois, des tourbillons émotionnels qui sont importants. Tu peux écrire, tu peux poser des choses sur le papier. Là, le journaling, ça marche extrêmement bien. Et puis après, retourner te coucher. Par contre, si tu es ultra cotonneux, que tu es bien et tout ça, et que là, tu as entendu dire qu'il fallait absolument se lever, pas rester dans le lit, tu te forces, tu te lèves, tu te réveilles complètement. Donc là, effectivement, par contre, quand tu es dans cet état de conscience très proche du sommeil, que tu es dans la somnolence,
Ouais, carrément, là, tu peux faire un exercice doux. Alors bien sûr que la respiration, elle est appropriée, la visualisation aussi. Tu peux visualiser même en respirant, hein, tu vois? Tu visualises une couleur pour l'air qui rentre, qui va partout dans ton corps. Tu peux faire un balayage corporel, hein, complet et là, tu vas aller chercher quelque chose de très apaisant. Donc en fait, ça revient à quelque chose qui est important pour moi et je pense que s'il y a une chose à retenir, tu vois, on a dit plein de choses, mais s'il y a une chose très importante à retenir parce que c'est transversal, ça fait le lien avec beaucoup de choses, c'est qu'en fait, il faut vraiment individualiser. Pas prendre un truc qu'on aurait pu entendre dire et se dire: «OK, mais en fait, qu'est-ce que je ressens là pour moi tout de suite?» Et ça fait vraiment une grosse différence. Tu vois, il y a des gens qui me disent, bah, par exemple, moi on m'a dit de me lever la nuit, donc du coup je me lève la nuit, mais ensuite j'arrive plus à me rendormir. Et je leur fais faire justement cet exercice-là, mais du coup, ne vous levez pas. Vous mettez justement peut-être un petit audiobook dans les oreilles, vous faites un exercice de respiration et la personne me dit: «Ah oui, je me rendors tout de suite». Pourquoi se faire du mal? Enfin, tu vois? Donc vraiment, c'est important de se dire que le sommeil, c'est quelque chose qui a des piliers identiques pour tout le monde, des leviers d'action identiques pour tout le monde, mais par contre, dans ces leviers-là, il faut adapter. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, j'ai pas fait un protocole sommeil, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des consultations aussi, parce que cette individualisation, elle est importante. Et c'est pour ça que j'ai pas fait un protocole sommeil ou alors une méthode, dormir en 14 jours et demi. Tu vois, ça me parle pas. Moi, j'ai créé une formation pour que les gens puissent dire: «Ah, mais je comprends, il y a tel ou tel enjeu, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Je vais pouvoir faire ça», c'est-à-dire que ça devient logique. Donc oui, c'est un point qui est essentiel et cette histoire du réveil nocturne, ça illustre ça à merveille. C'est d'où l'importance vraiment de l'accompagnement que tu proposes parce que, il y a pas de choses types par personne. C'est-à-dire qu'il y a c'est et en plus à chaque étape de sa vie, ça peut être différent et on peut être confronté à différentes choses parce que, le physique, parce que l'émotionnel, parce que les habitudes, parce que les changements d'environnement peuvent être et avoir telle ou telle conséquence et c'est important donc du coup dans ta formation d'avoir des informations très pertinentes qui permettent de s'approprier à son cas personnel. Et si en plus on n'arrive pas avec la formation à trouver ça, il y a ton accompagnement qui sera ultra personnalisé en fonction bah, de toutes ces choses. Et pour les gens qui ont des troubles, c'est important de se faire aider et ça peut on peut gagner du temps, en tout cas. Je vois trop de groupes, par exemple, je vois sur Facebook, il y a beaucoup de gens, je suis sur quelques groupes sur le sommeil pour essayer de comprendre quelles sont la problématique des gens qui ont des troubles du sommeil. Et beaucoup se plaignent beaucoup, ne font pas grand-chose avec des gens qui disent: «Bah, tu as essayé ça, tu as essayé ça, tu as essayé ça», sans comprendre, quel était l'objet même de telle pratique, sans comprendre le pourquoi mettre en place cette pratique et bien le faire, et ne pas faire que ça. C'est-à-dire que c'est l'accumulation de bonnes pratiques, je pense que tu vas penser comme moi, l'accumulation de bonnes pratiques qui permettent d'avoir un résultat, cohérent et sur lequel on va pouvoir atteindre l'objectif. Je pense que voilà, c'est vraiment ton accompagnement ou ta façon de voir, c'est ça qui me plaît, c'est que, c'est pas seulement ce que tu dis, voilà: «Je vous montre le sommeil, je vous parle de ce qui se passe, les cycles circadiens, c'est ça, si vous faites ça, vous allez arriver à un résultat». Je pense pas que ce soit réel et que ça diffère à chaque cas et donc, en tout cas, moi, je suis content d'entendre ce que tu dis et ça met beaucoup de choses dans ma tête pour pouvoir aussi, orienter certaines personnes et puis les orienter vers toi puisque là, ça montre bien l'efficacité de ton expérience et de ce que tu retranscris et ce que tu amènes donc, c'est super cool. Mmh. Merci. Et puis tu mets le doigt sur effectivement quelque chose de très, très important qui est la synergie des choses qu'on va faire. Il y a, c'est un écueil dans lequel il faut pas tomber, c'est-à-dire de prendre un truc, de dire: «Je vais faire ça pendant 3 jours», de prendre un autre truc, de dire: «Je vais faire ça les 3 jours d'après». Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont dépenser beaucoup d'énergie, peut-être même aussi dépenser parfois beaucoup d'argent sur des Eh oui, gadgets, des trucs et puis, en fait, qui vont soit pas au bout du processus, parce qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps pour vraiment, porter ses fruits à 100 tu vois? Et puis surtout, s'il y a tu joues sur un facteur, mais que tu as 9 autres facteurs dans ton quotidien qui fait que ton sommeil va pas être de bonne qualité, bah, en fait, le facteur que tu fais bien, il est presque noyé là-dedans. Il n'arrive pas à contrebalancer. Donc en fait, la personne, elle peut errer comme ça
pendant des mois et des mois et des mois, en ayant l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir tout fait, elle se démoralise, elle dit: «Bon, bah, de toute façon», tu vois, elle se met l'étiquette d'insomniaque sur le front en se disant: «Moi, je fonctionne comme ça et c'est foutu». Alors qu'en fait, non, c'est un cocktail de bonnes pratiques qui fait qu'après, ça porte ses fruits. Donc oui, merci d'avoir mis le doigt sur cette notion de synergie, c'est très, très important. Et puis, toujours prendre en considération la personne, de là où elle, démarre, tu vois? Hem, on peut aussi, s'autoriser, on peut aussi prendre son temps. C'est-à-dire que si on veut que tout soit parfait tout de suite, ça peut être déstabilisant parce que, bah, on n'a pas parlé, hein, mais l'alimentation sommeil, c'est étroitement lié. Sauf que, je le cite là parce que pour changer son alimentation, c'est bouleversant pour 99 des gens. Pour l'avoir vécu aussi, cette transition alimentaire, c'est quelque chose qui peut être coûteux en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de se renseigner et cetera. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles il faut accepter que ça prenne du temps, de venir activer les leviers qui sont disponibles là tout de suite, être patient avec soi-même, être bienveillant avec soi-même, simplement suivre une route, tu vois? Tendre vers quelque chose. OK, j'ai compris de quoi j'avais besoin, je vais tendre vers ça, je vais essayer de le faire au maximum et puis, bah, parfois je vais pas choisir mon sommeil et c'est OK. Parfois je vais pas pouvoir choisir mon sommeil et c'est OK aussi. Comme on sait, tu vois? Quand on a compris ce qui fonctionne, quand on a compris comment ça marche, bah, en fait, si on fait pas les choses pendant 2 jours, on s'en fiche. On sait qu'on va pouvoir y retourner le troisième jour et puis le quatrième et puis le cinquième. C'est ça qui fait toute la différence. Donc il y a les 2 choses. Faire les choses en synergie, mais en parallèle, pas se mettre des injonctions trop fortes qui nous paralyseraient. Y aller petit à petit, se faire confiance et puis, bah, les résultats, ils arrivent. Tac, tac, tac et puis ils arrivent parfois beaucoup plus vite qu'on croit. Et ça rejoint exactement ce que moi je prône aussi, c'est de se fixer des objectifs réalisables et des objectifs loin dans le temps. C'est-à-dire que moi, je veux atteindre mon objectif, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Je me dis que dans 1 an, voilà, je serai arrivé à tel point plutôt que de me dire: «Bah, je vais tout faire en sorte pour que, bah, dans 15 jours, je suis déçu, je suis pas arrivé à ce que je voulais». Et beaucoup de gens veulent tout, tout de suite et ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils veulent dans la perfection qu'ils visent ou dans les témoignages qu'ils ont pu voir ou dans les choses qu'ils ont pu entendre. Je dis non, non, si vous avez un objectif à tenir, donnez-vous-le dans quelque chose qui est réalisable, peut-être même plus loin que ce que vous auriez envie de réaliser pour que vous y arriviez réellement. Je crois que c'est important aussi de se fixer des objectifs réalisables pour éviter cette déception et de se dire bah, j'ai essayé plein de choses pendant 1 an et j'ai toujours pas atteint mon objectif. Par contre, si j'essaye 2, 3 choses très concrètes en allant jusqu'au bout des choses, dans 1 an, quel est le résultat que je vais obtenir? Je pense que c'est plus opportun en tout cas de sélectionner, de s'écouter et de se donner des objectifs comme ça à plutôt moyen, long terme pour être sûr de les atteindre. Dans cette notion d'objectif et ça va rejoindre ce que tu dis, c'est je le formule simplement pas exactement de la même façon. J'aime bien utiliser ce terme d'objectif de moyen et d'objectif de résultat. Mais en fait, ça se recoupe vraiment par rapport à ce que tu dis et je te rejoins sur la façon de voir les choses. C'est-à-dire que parfois, on vient fixer son attention sur le fait de vouloir dormir, tu vois? Comme si, du coup, ça c'est un objectif de résultat, c'est-à-dire: «Est-ce que j'ai réussi à dormir ou pas?» Souvent, moi, j'essaye d'enlever ce mot de réussite, parce que si on réussit pas, c'est qu'on échoue, on se retrouve du coup dans une déception personnelle qu'on peut vite auto-entretenir comme ça pendant longtemps. Donc moi, j'enlève ce terme de réussir et je vais vraiment chercher les objectifs de moyens, c'est-à-dire: qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour permettre à mon corps de pouvoir dormir? Et ça découle directement vraiment d'un postulat de départ qui m'est très très cher et que je suis contente de partager ici. C'est le fait que le sommeil, c'est une fonction innée. C'est pas quelque chose qu'on est amené à apprendre, à réapprendre. Tu sais, des fois, je le lis hein, sur les réseaux, sur Internet, de dire réapprenez à votre corps à dormir ou apprenez à dormir correctement. Mais en fait, le corps, il sait dormir. C'est-à-dire que déjà, in utero, la fonction sommeil, elle se met en place. Et puis après, bah, dans les premiers mois de vie, ça mature, il y a le rythme circadien qui se met en place. Le corps, il sait dormir. C'est simplement qu'à un moment donné, les mécanismes du sommeil, dont un qu'on a cité, hein, l'alternance cortisol-mélatonine,
Bah, c'est entravé. Donc, nous, consciemment, c'est pas d'aller dormir qu'on a besoin d'aller chercher, on n'a pas besoin de placer notre volonté de contrôle et de maîtrise là-dessus. C'est notre corps qui va, il se débrouille très bien tout seul, c'est lui qui va faire. S'il peut, il le fera. S'il peut pas, il faut comprendre pourquoi, il faut enlever ce qui l'entrave. Et donc, quand on est dans ces objectifs de moyens, eh ben, on va pas se poser la même question. On va pas se dire, il faut que je réussisse à dormir. On va se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire du matin au soir, dans mon quotidien, tout au long de l'année, pour mettre mon corps dans de bonnes conditions, pour que lui puisse dormir. Et tu vois, ça fait toute la différence. Et j'en discutais encore avec une cliente hier qui me disait justement qu'elle m'avait entendu parler de ça. Et elle m'a dit, mais en fait, ça m'a changé la vie parce que je me suis sentie d'un seul coup comme délestée d'un poids. Parce que j'avais l'impression de devoir réussir quelque chose. J'avais l'impression de devoir réussir à dormir. On s'enlève ça, on se soulage, là tu vois, les épaules d'un seul coup, elles sont beaucoup plus légères. Par contre, on vient mettre de la conscience et de la responsabilité sur les choses qu'on peut maîtriser. Donc oui, je maîtrise ce que je fais le matin. Est-ce que je sors? Est-ce que je reste enfermée chez moi jusqu'à 13 heures? Est-ce que je fais une sieste ou pas et à quelle heure et comment? Est-ce que je respire? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je mange de façon adaptée? À quelle heure je me couche? Enfin bref, tous les éléments qu'on a pu citer, et il y en a encore bien d'autres. Eh oui. Qu'est-ce que je fais? Ça, je peux le maîtriser, OK. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, la majorité des gens qui souffrent de troubles du sommeil ou même qui veulent optimiser leur sommeil, bien évidemment, hein, tu vois, on est vraiment ça touche le sommeil sous tous ses angles. Eh bien, en fait, ils concentrent leur attention et leur volonté de contrôle sur le sommeil en lui-même et ils sont dans une sorte de fatalité et de non-contrôle, de je laisse de côté sur les choses qui sont en mesure de contrôler. Donc là, tu vois, on est dans un paradoxe complet qui, bien sûr, ne fonctionne pas et qui doit être mis en lumière pour pouvoir switcher, en fait. On va porter notre attention et on va mettre notre énergie sur ce qu'on peut contrôler et le reste, on lâche prise. Et c'est d'autant plus facile de lâcher prise. Eh bien, écoute, j'adore t'écouter parler et il me vient 2 choses. La première, c'est que je viens de décider tout de suite, là, maintenant, que je vais te réinviter, pour parler d'un sujet, ce sera toujours le sommeil et je pense que tu vas pouvoir on va pouvoir, prendre le temps de parler de tout ça, sur l'accompagnement, sur les performances physiques des athlètes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, tu vois? Pour parler Génial. de pourquoi prendre attention à son sommeil, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte dans la récupération du corps? Parce que là, on a beaucoup abordé les troubles du sommeil, les gens pour comprendre le sommeil, en quelque sorte. Mais on va se refaire ça, dans pas longtemps pour parler spécialement du sommeil et des sportifs. Donc ça, c'était la première chose et donc la 2e chose que je voudrais te dire, c'est que ou que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que tu es donc ambassadrice Inaltera, que tu parles donc de la connexion à la terre, de l'impact du fait de mettre son corps physiologique, son corps physique en contact avec la terre et donc ça a un impact physiologique sur le sommeil et sur les phases de cycle circadien. Donc là, c'est vraiment sur, le côté aspect scientifique, hein, physiologique où c'est noté. Toi qui as, donc proposé, les produits les nattes de lit notamment, à des gens, ont investi. Est-ce que tu as des retours, d'expérience, de gens que tu as conseillés et est-ce que tu continues enfin oui, je le sais. Pourquoi est-ce que tu continues justement à proposer, le fait de dormir connecté à la terre dans un accompagnement aux gens qui croisent, ton chemin? Voilà. Mmh. Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que la natte de lit, hein, puisque, j'utilise aussi, d'autres accessoires, d'autres choses que j'ai achetées auprès de toi et puis dont je parle, hein. C'est pas OK. parce que j'en parle pas sur le podcast en lien avec le sommeil, j'en parle autour de moi en lien avec plein de choses. Mais c'est sûr qu'en lien avec le sommeil, ça me paraît vraiment essentiel et j'ai des bons retours, mais j'ai des retours aussi, tu sais, même par rapport à des douleurs. C'est-à-dire Mmh. pas: «Est-ce que j'ai dormi plus?» ou «Est-ce que j'ai dormi, est-ce que» parce que la plupart du temps, c'est quand même, c'est pas toujours évident pour les gens de venir nuancer leur propre sommeil. Tu vois? Mmh. Ça comme c'est crescendo, c'est-à-dire que le cadre de référence, il change, tu vois? Tu dors pas bien, tu es pas bien, tu dors de mieux en mieux, donc en fait, ton cadre de référence, il évolue et puis à un moment donné, tu dors super bien, mais en fait, limite, tu c'est que si on te pose la question que tu viens dire: «Ah ouais, mais en fait, je dors vachement mieux qu'avant, je me sens plus reposée et tout». Par contre, là où vraiment les gens, sont capables de le nommer et de dire, c'est par rapport aux douleurs. Tu vois, les gens qui peuvent dormir quand ils ont mal au dos, quand ils ont mal au cervical, le fait de,
quand ils le regardent aussi à la montre ou avec la Oui. Oura Ring, avec la bague, là, pour le coup, ils peuvent le voir et j'ai déjà eu des retours, en lien avec ça, donc à chaque fois, moi, j'adore. Je trouve ça super et pourquoi je le propose et pourquoi je suis absolument persuadée que c'est, extrêmement intéressant et très efficace, c'est parce qu'on est dans une notion de ressources lorsqu'on parle de sommeil. Tu vois, je vais faire vraiment très très simple, mais on l'a dit, la fonction sommeil, c'est une fonction innée de notre organisme. Comme toutes les fonctions de notre organisme, eh bien, elle va être alimentée, tu vois, elle va pouvoir s'activer en fonction des ressources que notre corps il a. Tu vois, on a besoin d'hormones, donc on a besoin des précurseurs, on a besoin des vitamines, des minéraux, des acides gras, des protéines, on a besoin de neurotransmetteurs, c'est exactement la même chose. Donc tu vois, qu'est-ce qu'on vient amener comme ressources? Et c'est pas que l'alimentation, hein, spoiler alert, il y a plein de choses qui sont aussi des ressources pour le corps. Et puis, il y a ce qu'on vient dépenser, d'accord? Et dans ce qu'on dépense, bah, il y a, l'activité physique parfois intense, il peut y avoir bien sûr tout ce qu'on fait au niveau du travail, il va y avoir, tous nos tourbillons émotionnels, tout ça, ce sont des ressources qu'on dépense, là où on place notre attention, notre énergie. Parfois, c'est très visible de chaque côté et puis, bah, parfois pas. Parfois, c'est masqué, ne le voit pas et pourtant ça existe. Et pour moi, les champs électromagnétiques qui nous entourent et le fait qu'on y soit extrêmement exposé et que on soit très peu dans la nature alors qu'on est fait, designé pour être dans la nature, eh bien ça constitue une perte de ressources, ça constitue un stress supplémentaire pour le corps, ça constitue une dépense d'énergie. Et donc forcément, bah, on vient jouer sur les ressources, mais on peut aussi venir se soustraire à ce qui est trop coûteux pour le corps. Et c'est en ça que tu vois, ça vient des 2 côtés de la balance, en fait. Les nattes de lit, mais aussi tous les autres accessoires que tu peux proposer. Ça permet vraiment de se soustraire à un stress qui certes est invisible, mais qui est présent et qui peut parfois, selon les gens, être très, très important. Et puis, bah, du coup, ça vient permettre d'avoir un meilleur sommeil, donc d'avoir plus de ressources. Voilà, pour moi, c'est Merci. clair, net et précis, ça joue à tous les niveaux, en fait. Oui, effectivement, moi, c'est aussi mes retours, c'est aussi mes ressentis personnels, c'est ce que je vis au quotidien et c'est bien que toi aussi, tu puisses, dans ta spécialité, l'observer comme d'autres, avec d'autres spécialités, l'observent aussi. Le fait de dormir connecté à la terre et de prendre soin de son environnement électrique, électromagnétique a vraiment un impact concret sur la qualité du sommeil et c'est bien là l'objet, de ce dont on doit se rendre compte, quelle est la qualité de notre sommeil et c'est cool de pouvoir voir qu'on arrive à avoir, de la technologie au service de l'humain, plutôt que l'inverse, d'avoir des choses qui permettent, ce qu'on appelle le biohacking, de pouvoir, aller à l'encontre, de ces perturbations, sociétales et de pouvoir apporter des réponses à, des choses dont on n'a plus vraiment le choix finalement, hein, on baigne là-dedans, les nos habitations sont celles-là, nos chaussures sont celles-ci, les vêtements, sont ceux-là aussi. C'est toujours assez compliqué de pouvoir, faire différemment, sur l'alimentation, sur tout un tas de choses. C'est un budget, tout est budget donc ouais, c'est cool de pouvoir, avoir ton témoignage et ce retour qui est ultra positif. Franchement merci, pour cet échange. On va se refaire un autre échange. J'encourage tout le monde à venir écouter ton podcast. À chaque fois que tu as des invités, moi j'aime bien écouter parce que il y a toujours des chemins de réponse. C'est-à-dire qu'on a beau traiter toujours le sujet du sommeil, il y a toujours d'autres façons d'aborder, d'autres axes et ça permet d'avoir des fois sur, telle ou personne qui va parler de ce sujet ou tel axe qui est abordé, d'avoir peut-être une prise de conscience. Moi, je parle beaucoup de mise à la terre, oui forcément, tout le temps avec plein de gens différents, mais il y a des prises de conscience qui se font même pour moi-même à un moment donné parce que j'ai abordé le sujet de façon différente. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter, les podcasts d'Aurélie et si vous avez besoin d'être accompagné, si vous ressentez vraiment, une difficulté avec le sommeil, d'aller, suivre son accompagnement parce que, bah, on le voit, c'est ton expérience qui parle et heu et et je pense que les passionnés et les gens qui sont expérimentés de leur vie, pas que de connaissances, sont bien plus compétents que des gens qui ont appris parce qu'ils ont voulu s'en faire une spécialité. On est spécialiste par passion ou par, raison, pas par, mission. Enfin, je le ressens comme ça en tout cas, pour ma part dans mon domaine et je pense que c'est aussi ton cas. Oui, oui, bien sûr, je te rejoins complètement. Forcément qu'il y a des choses qui vont pas passer à la trappe pour moi, que ce soit dans mes formations, dans mes accompagnements, parce qu'en fait, je l'ai vécu
J'ai été dans cette galère, j'ai pensé comme ci, j'ai voulu ça, j'ai désespéré de ci et de ça. Et donc effectivement, il y a, des petites choses qui peuvent passer à la trappe quand on n'a pas connu la situation et qui ne passent pas à la trappe lorsqu'on est passé par là. Donc bien sûr qu'il faut pouvoir, avoir des connaissances, du savoir, j'entends, Oui. mais quand il y a la connaissance de la situation, on va dire que le combo fait que, c'est aidant. En tout cas, c'est comme ça que je C'est le Pierre perçois et Etchart, c'est ce qui hein. ressort, ouais. Pierre Etchart qui dit: «Ce qu'on entend, c'est de l'information. Cette information, si on veut la mettre en application, elle devient une expérience et l'expérience devient de la connaissance et si on prend pas ce cheminement, si on prend de l'information et qu'on n'en fait rien, et ben, elle ne deviendra jamais une connaissance». Donc, on a beau penser que c'est connaître quelque chose quand on a une information, mais en fait compte, on ne connaît pas tant qu'on n'a pas expérimenté et j'avais beaucoup aimé ce raisonnement pour comprendre ce qu'est réellement une connaissance si l'information n'est pas passée par l'expérience. Est-ce que tu Tu as tout dit. un mot de la fin? Est-ce que tu as envie d'exprimer quelque chose? On va se retrouver de toute façon pour en parler. Vraiment, moi, ça me tient à cœur parce que c'est un des gros sujets que je traite, le sommeil et l'accompagnement des sportifs, en tout cas avec la mise à la terre et les bénéfices qui ressortent souvent de dormir connecté à la terre, c'est l'amélioration de la qualité du sommeil pour la performance physique. Donc, franchement, un grand merci à toi. J'ai encore appris pas mal de choses. J'ai posé quelques questions pour moi et merci d'y avoir répondu. Voilà, écoute, si tu as Bah, merci beaucoup Sébastien. Je suis, ravie d'avoir pu échanger là avec toi, ravie de savoir qu'on va se refaire un échange parce qu'effectivement, c'est quand même très vaste le sommeil et en mot de la fin, je voudrais simplement, préciser que, ce qu'on peut dire sur le sommeil, que ce soit pour sortir d'un trouble du sommeil, quel que soit le trouble du sommeil, que ce soit pour optimiser son sommeil, en fait, on retombe toujours sur nos pieds parce que c'est le sommeil, que c'est une fonction naturelle de notre organisme et que si on s'intéresse à ça, on répond à toutes les questions. Donc, en mot de la fin, c'est simplement quel que soit l'intérêt que vous portez au sommeil, ben, en fait, ne vous, faites pas trop de nœuds au cerveau en vous disant: «Mais est-ce que ça, c'était que pour sortir de l'insomnie?» J'ai parfois des clients qui me disent: «Mais alors là, ce que vous m'avez dit pour, ça, est-ce que ça vaut aussi pour, le soir ou?» Mais oui, mais bien sûr, en fait. Le principal, c'est vraiment de voir le sommeil en tant que tel et de pas se faire trop de nœuds au cerveau. Voilà. quand tu dis ça, je crois que ça sera mon mot de la fin. On dit souvent: «Tous les chemins mènent à Rome» et je pense que le sommeil, c'est Rome et que à partir de Rome, on peut utiliser tous les chemins pour arriver là où on a envie d'aller. Je sais pas, c'est ça qui me est venu. Oui, c'est l'extension, j'adhère. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Aurélie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On est disponible Merci à sur nos tous. réseaux. On est très facilement joignable sur des questions par mail, sur Insta, voilà, on répond aux questions. On est passionnés. Donc, merci à tous. À très bientôt. Merci Aurélie et à bientôt. Merci Sébastien et bonne Salut. journée à tous.